On va commencer. Les retardataires vont nous rejoindre. Ah, l'Algérie va nous rejoindre, c'est cool. Bonjour, bonjour encore. Donc moi, je vais introduire rapidement ce jeudi de Prades. Donc, c'est le quatrième de la saison des webinaires jeudi de Prades et le dernier de la saison 2022-2023. Évidemment, vu leur succès, on reprendra en octobre 2023. Je vous rappelle que ces jeudis de Prades sont destinés avant tout aux apiculteurs et apicultrices. C'est pour ça qu'on les fait d'octobre à mars, lorsque les colonies veulent bien libérer les apiculteurs et apicultrices. On en a organisé donc 4 cette saison. Je vous rappelle, le premier, c'était sur le renouvellement du cheptel. Le deuxième, c'était sur la sélection génétique. Le troisième, sur les relations entre agriculture et apiculture. Tous ces webinaires sont enregistrés et sont mis en ligne sur YouTube. Donc, si vous tapez UMT Prades et abeilles sur YouTube, vous tombez sur nos vidéos. Alors, ce webinaire Jeudi de Prades est consacré à la résistance des abeilles à varroa. Vous savez que ce sujet suscite sans doute des plus grandes attentes de la filière apicole. Alors évidemment, quand il y a des grandes attentes de la filière apicole, c'est souvent associé aussi de facto à de l'impatience parfois, à des idées reçues, voire à certaines parties prenantes qui font des promesses un peu plus vite que la capacité de les tenir. Voilà, donc nous, à l'UMT, on se penche beaucoup sur ce sujet-là. C'est une thématique qui mobilise les partenaires de l'UMT depuis quelques années. On continue et ça illustre assez parfaitement la complémentarité des missions des partenaires de l'UMT, c'est-à-dire les missions d'organismes de recherche publique, mais aussi les missions de structures techniques comme l'ITSAP et les ADA. Puisqu'il faut à la fois qu'on comprenne mieux les processus qui sont derrière ces traits de résistance des abeilles à varroa, il faut qu'on acquiert les moyens de mesurer ces traits sur le terrain en conditions réelles apicoles, et enfin, il faut les inscrire, ces traits, dans la sélection de l'abeille domestique. Donc, c'est un peu le fil conducteur que vous verrez aujourd'hui, qui a guidé le comité d'organisation de ce webinaire, puisque vous aurez 5 présentations. La première présentation sera faite par Fanny Mondé, la deuxième par Alain Vignal. On aura des échanges, des questions-réponses après ces 2 présentations-là. Ensuite, Benjamin Bassot reprendra la 3e présentation. Et pour finir, vous aurez de présentations associées, Colline Kouchner et Marie aussi, Bonnet, qui témoignera en tant qu'apicultrice. Voilà, donc 5 présentations avec des échanges questions-réponses. Donc, je rappelle l'organisation. Si vous avez des questions, vous utilisez la boîte de dialogue Q et R. Vous posez vos questions par écrit dans cette boîte de dialogue. On y répondra soit par écrit, soit on reprendra les questions, et c'est Marilyn qui reposera les questions au moment des échanges. La discussion, la boîte de dialogue discussion, c'est juste pour dire bonjour, pour si vous avez des problèmes techniques, voilà, en gros, c'est pas des questions-réponses aux intervenants. C'est important parce que comme ça nous laisse QR, on garde des traces de vos questions. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On est 163 spectateurs. Voilà, Fanny, je te passe la parole. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, Marilyn et Anne, à intervenir. Fanny, c'est bon, tu Oui, partages ton écran? Ok. bonjour à tous. Je vais partager mon écran, en effet. Hop. En espérant que ça soit le bon. Est-ce que vous voyez le mode plein écran ou le mode diapo? C'est bon, plein écran. Plein Ok, écran, ouais. super.
Donc bonjour à tous. Donc en effet, pour introduire un peu le sujet, je vais présenter les différents caractères de résistance à varroa qui sont connus. Enfin, je vais me focaliser sur les principaux et ensuite, enfin, j'illustrerai aussi comment on peut mesurer actuellement ces caractères et quels sont les travaux un peu qu'on a conduits dans l'UMT ces dernières années pour essayer de progresser sur la compréhension des mécanismes qui sous-tendent ces caractères. Donc juste un petit rappel en fait sur le cycle de vie du varroa. Donc pour vous rappeler que le varroa, qui est représenté tout ce qui est en rouge ici hein, sur ce diagramme, a deux phases. Donc une phase sur les abeilles adultes, qui est celle qu'on repère le plus facilement dans la colonie quand on ouvre les ruches infestées, et une phase donc, dite reproductrice qui se passe dans le couvain. Et donc, on va avoir entré des femelles varroa dans les alvéoles de couvain au moment du dernier stade larvaire, juste avant l'operculation. Et ensuite, la femelle va pondre des œufs qui vont se développer, devenir matures, adultes, et pouvoir s'accoupler. Et au moment où l'abeille émerge de l'alvéole, on va avoir également libération de la fondatrice varroa et éventuellement de plusieurs filles. Et donc, en fait, pourquoi je vous raconte ça là maintenant, c'est juste pour réinsister sur le fait que très souvent, quand on visite nos colonies et qu'on va s'intéresser aux charges en varroa de la colonie et comment cette colonie supporte ou non ces charges, toutes ces varroas qui sont dans le couvain, en fait, pèsent un poids très lourd et nous intéressent vraiment fortement si on veut caractériser des mécanismes de résistance. Et ce qui nous complexifie aussi la tâche parce que c'est les varroas qui sont le moins accessibles. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc en fait, il y a deux termes qu'on retrouve, c'est le terme de tolérance et de résistance. D'un point de vue biologie, et donc ce qu'on va chercher à mesurer pour caractériser ça, c'est complètement différent. Donc, j'essaie de remettre des définitions le plus claires possible. En fait, dans le cadre d'une colonie qui va être tolérante, elle va réduire l'impact qu'a le varroa sur la colonie, mais les niveaux d'infestation restent à des niveaux qui, habituellement, dans des colonies sensibles, seraient préjudiciables. Et au contraire, la résistance, en fait, c'est une réduction de ce qu'on appelle la fitness, c'est-à-dire le succès de reproduction du parasite. Et par ces mécanismes-là, ça permet de maintenir le niveau d'infestation en dessous du seuil qui est préjudiciable. Donc, si on schématise ça, on a ici, je vous représente donc une colonie susceptible ou sensible, avec donc ce qui se passe pour les abeilles qui ont du varroa et ce qui se passe pour le varroa. Et si on ne traite pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme elles sont sensibles, si on ne traite pas, a priori, on va avoir mort de la colonie. Les abeilles parasitées, donc je les ai mises un peu en marron, là, voilà, ça montre qu'elles ne sont pas en très bonne santé, elles sont affectées par le parasitisme et on va se retrouver avec des charges en varroa conséquentes dans la colonie. Si on est dans le cadre d'une colonie dite tolérante, en fait, les abeilles parasitées, par différents mécanismes, vont pouvoir rester en bonne santé ou en tout cas être capables de supporter ces charges-là. Mais on est dans le cas où on a encore une colonie qui a des charges comparables à celles d'une colonie sensible. Et ces mécanismes-là qui permettent aux abeilles de ne pas être affectées par l'infestation vont permettre à la colonie de survivre en l'absence de traitement. Et dans le cas d'une colonie résistante, donc les abeilles parasitées vont être impactées individuellement par le parasitisme. Ça peut se matérialiser, voilà, des abeilles qui vont vivre moins longtemps ou qui vont avoir les ailes déformées si on a association avec ce virus-là, par exemple. Et donc ces colonies ont bien des individus affectés, mais vont mettre en place un mécanisme qui va leur permettre de limiter la quantité de varroa au sein de la colonie, et donc à l'échelle de la colonie, de limiter l'impact du parasitisme et de survivre en l'absence de traitement. Et donc finalement, en fait, la caractéristique commune en fait, de ces deux critères, donc que ce soit la résistance ou la tolérance, c'est le fait d'avoir des colonies qui survivent au varroa en l'absence de traitement.
Donc là, j'ai repris une carte qui a été publiée il y a quelques années et je l'ai adaptée avec un travail qui a été fait dans le cadre du réseau Colosse, qui a essayé de recenser des populations survivantes au varroa en l'absence de traitement. C'est probablement pas exhaustif comme carte, mais en tout cas, vous voyez que ces populations ont été rapportées dans vraiment différentes régions du monde et sont potentiellement assez répandues. Et donc, associé à ça, depuis les années 80, l'introduction du varroa en Europe et puis quelques années plus tard aux États-Unis, on a un certain nombre de programmes de sélection qui ont été mis en place, soit des programmes qui cherchaient simplement à avoir des abeilles, justement, enfin des colonies survivantes, et donc qui ne se basaient pas sur d'autres critères que cette survie. Donc c'est ce qui est représenté en bleu ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ce qui est représenté en rouge, ça représente des programmes de sélection qui se sont construits pour essayer d'obtenir des abeilles qui soient résistantes, mais en caractérisant certains critères bien précis. Donc, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe quand on a des abeilles qui survivent, on a fait, donc, dans le cadre de l'UMT, une revue de la littérature pour essayer d'identifier tous les caractères qui pouvaient être impliqués, qui pouvaient expliquer la survie de ces colonies représentées sur la carte que je viens de vous montrer juste avant. Donc, je ne vais pas forcément les détailler tous un par un, mais on voit qu'il y a une diversité de facteurs qui peuvent concerner, par exemple, les pratiques apicoles ou l'environnement de manière plus générale. On a un certain nombre de caractères qui sont dus à l'action ou à la physiologie des abeilles adultes. On a un certain nombre de caractères qui vont être dus à la physiologie du couvain. On a un certain nombre de caractères qui sont exprimés à l'échelle de la colonie. Et on a également un certain nombre de caractères qui sont liés au varroa lui-même. Et donc, juste pour vous illustrer, donc, en fait, ce qui est représenté dans les ronds verts, ce sont les caractères de résistance, et ce qui est représenté dans les ronds bleus, ce sont les caractères de tolérance. Donc ça, c'est une image un petit peu de ce qui est connu à l'heure actuelle. Et on voit qu'il y a une majorité de caractères de résistance. Donc, dans la suite de la présentation, je vais vraiment me focaliser sur cette résistance, notamment en lien avec le fait qu'en fait, la tolérance des colonies vis-à-vis de varroa, elle a surtout été associée à une tolérance vis-à-vis de pathogènes et donc de virus. Et donc, c'est finalement un mécanisme indirect et qui demanderait vraiment de se focaliser sur la partie virus qui n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ces mécanismes de résistance? En fait, donc c'est les comportements qui vont être vraiment majeurs. Et donc, dans le cadre de l'étude que je vous ai mentionnée juste avant, on a fait une méta-analyse de toutes les études publiées dans la littérature. On a retrouvé en fait 5 caractères qui étaient les plus représentés à travers le monde. Donc, il y a un premier caractère qui est l'essaimage. Donc, il y a quelque chose qui va s'exprimer à l'échelle de la colonie. Et par le biais de l'essaimage, les colonies vont pouvoir avoir des quantités de varroa assez limitées dans les colonies. Alors, d'un point de vue apicole, ce n'est pas forcément un critère qui va trop nous intéresser. Ensuite, on retrouve donc 4 caractères qui sont liés à des actions plus individuelles au sein de la colonie, donc soit du couvain, ici, soit des abeilles adultes. Et donc ici, pour les abeilles adultes, on a l'épouillage. Donc ça va consister à des abeilles qui soit elles-mêmes vont détecter qu'elles ont du varroa et vont réussir à se débarrasser du varroa. Il va, in fine, peut-être pouvoir tomber de la colonie, soit des abeilles qui font ça entre elles et qui cèdent pour se débarrasser du varroa. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on a abouti à une croissance plus faible de varroa, et donc, in fine, à des quantités de varroa plus faibles, et donc à une résistance. Le VSH, je vais y revenir plus précisément juste après. Et donc, pour Varroa Sensitive Hygiene en anglais, donc c'est un comportement hygiénique dans lequel les abeilles adultes vont détecter la présence du varroa à l'intérieur du couvain et vont réaliser le nettoyage. On a un comportement qui est en fait un sous-comportement, qui est également un comportement hygiénique, qui est
qui ressemble un peu au comportement VSH. Donc, les abeilles vont également détecter qu'à l'intérieur de l'alvéole, il y a une présence de varroa qui pose problème. Et donc, les abeilles vont ouvrir l'alvéole, mais elles vont la refermer. Et on a un dernier caractère donc, qui est, lui, exprimé par le couvain, et donc qui est le couvain qui, notamment, on pense par l'émission de composés chimiques particuliers ou l'absence d'émission de certains composés, va perturber la reproduction du varroa à l'intérieur des alvéoles de couvain. Et donc, la conséquence, c'est que cette fondatrice-là, qui est rentrée dans l'alvéole, ne va pas pouvoir bien se reproduire. La conséquence de ces 3 comportements-là, c'est qu'on va avoir des alvéoles de couvain avec beaucoup de varroa non reproducteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle MNR pour Mite Non-Reproduction. Et la conséquence de cette plus faible reproduction des varroa est combinée à l'épouillage ou l'essaimage, c'est ce qui aboutit à une croissance de varroa plus faible au cours de la saison, et donc ce qui permet aux colonies d'être résistantes en maintenant le seuil de varroa en dessous du seuil de dommageable, qui est dommageable. Donc, ce que je vais vous illustrer par la suite, c'est comment on mesure ces caractères. Et en fait, c'est assez complexe. Donc, ce que je vous ai dit principalement, c'est que donc ces mécanismes reposent sur soit l'action des abeilles adultes, soit l'action du couvain. Donc, sur l'action des abeilles adultes, on va principalement avoir le comportement VSH. Donc, comme je vous l'ai dit, mais là, je vous détaille la séquence, on va avoir détection, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette alvéole qui est parasitée, ouverture de l'alvéole et nettoyage. L'action du couvain, donc, ça consiste à une inhibition de la reproduction. Donc, c'est pour ça que ça a été appelé SMR, Suppressed Mite Reproduction. Le mécanisme n'est pas complètement connu au sens où on n'a pas identifié les molécules ou les phéromones ou chéromones qui sont responsables de l'inhibition de la reproduction, mais on sait que ça passe par ce mécanisme. Et donc, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que ces 2 mécanismes-là, qui sont fondamentalement très différents, vont aboutir à un échec de reproduction des femelles varroa. Donc, si on regarde ce que ça donne dans les colonies, on va avoir dans des colonies qui ne sont pas résistantes, on va avoir des alvéoles de couvain comme ceci avec des varrois qui sont en train de se reproduire énormément, et donc, in fine, beaucoup de varrois dans la colonie, versus ici des femelles varrois qui ne se reproduisent pas correctement, et donc on va avoir une population de varrois qui va être plus réduite, et c'est ça qu'on appelle MNR, Mite Non-Reproduction. Donc jusqu'à présent, ce qui ne nous facilite pas la tâche aussi, c'est qu'il y a une assez grosse confusion en fait entre souvent en fait le fait d'avoir des varrois qui se reproduisent pas bien, c'est ça qu'on appelle le SMR. Or, c'est pas tout à fait la même chose parce que le SMR n'est que l'action du couvain. J'y reviendrai juste après. Donc, comment on fait pour mesurer tout ça? Donc, si on se concentre tout d'abord sur le VSH, donc on a 2 solutions actuellement. Soit on va en fait mettre du couvain infesté dans notre colonie qu'on souhaite évaluer, et on va regarder la réponse des abeilles sur ce cadre de couvain infesté. Donc pour ça, il nous faut une colonie qui va nous donner ce fameux couvain infesté. On va quantifier le niveau d'infestation du cadre, on le met dans la colonie à tester, on le laisse pendant 1 semaine, et au bout d'1 semaine, on revient et on réestime l'infestation. Et du coup, on va pouvoir estimer la réduction de l'infestation entre la phase finale et la phase initiale. On peut éventuellement aussi prendre des photos des cadres et regarder combien d'alvéoles ont été nettoyés. Et donc, ces 2 critères vont pouvoir nous permettre d'établir le score VSH. La méthode alternative, c'est de faire un test par infestation artificielle. Donc, au lieu d'amener un cadre entier dans la colonie, en fait, on va venir travailler directement sur des cadres de couvain de notre colonie à tester, dans lesquels on va insérer un par un des varrois. Et c'est pareil que pour ce test-là, il faut revenir 1 semaine après et regarder si les alvéoles dans lesquelles on a mis des varrois ont été nettoyés ou non.
Donc, comme je le disais, dans les deux cas, il y a une phase de vérification où il faut comparer la situation avant et après. Donc, par exemple, ici, c'est une situation avant, donc le stade initial, et le stade final au bout d'une semaine. Et donc là, on a pu caractériser que la colonie avait nettoyé 60% du couvain infesté. Donc, on se rend bien compte que cette technique est quand même très, très lourde à mettre en œuvre. On a essayé d'appliquer des méthodes alternatives. Donc, par exemple, en testant le comportement hygiénique vis-à-vis, donc cette fois-ci, non pas de couvains infestés, mais de couvains morts, puisqu'on dispose de techniques là qui sont quand même plus faciles à mettre en œuvre et qui sont faisables sur un grand nombre de colonies. Donc ici, c'est juste une photo qui illustre la technique du couvain congelé, mais vous entendrez parler dans les présentations suivantes de la technique du pin test. Donc dans les deux cas, en fait, on va tuer une portion de couvain, soit en la congelant, soit en le tuant avec une petite aiguille, et on va regarder au bout de quelques heures ou 48 heures maximum le taux de nettoyage du couvain. Alors malheureusement, donc je vais peut-être pas détailler ce graphique complètement, mais en fait, donc c'est les Américains qui ont été pionniers vraiment dans le développement de ces différentes techniques de méthodes de phénotypage. Et ils se sont rendus compte en fait que lorsqu'ils faisaient une sélection basée sur ces méthodes, donc soit avec la méthode du couvain congelé, soit avec la méthode VSH, les colonies qui étaient sélectionnées sur ces méthodes, dans tous les cas, répondaient très bien au test du couvain congelé, et donc étaient hygiéniques vis-à-vis du couvain mort. Et par contre, quand ils testent les colonies vis-à-vis de couvains infestés par varroa, en fait, les colonies qui ont été sélectionnées sur le VSH sont très bonnes, elles ont été sélectionnées sur cette méthode, donc c'est juste un contrôle. Et par contre, malheureusement, les colonies qui étaient sélectionnées sur le test vis-à-vis du couvain mort n'étaient pas forcément VSH. Par contre, ce qu'on peut voir quand même, et donc là, c'est des travaux qu'on a réalisés dans le cadre de l'UMT avec des collègues européens, on voit quand même que cette méthode en fait de test de réponse des colonies face à du couvain mort semble quand même une bonne piste pour réaliser de la sélection vis-à-vis de varroa, parce qu'on a une corrélation qui est significative négative entre la charge en varroa et la réponse hygiénique au couvain mort des colonies. Donc, ce qui veut dire que on a une tendance qui est que partielle, mais qui est significative, au fait que au plus des colonies vont être hygiéniques, au moins elles vont avoir tendance à avoir du varroa. Donc, je vais maintenant vous parler de la méthode de phénotypage d'échec de reproduction des femelles varroa. Donc, je réinsiste, désolée, mais parce que c'est vraiment important de comprendre que, en fait, quand on phénotype ce caractère-là, on a différents mécanismes qui peuvent être impliqués derrière. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir du comportement VSH qui est impliqué. On peut avoir du comportement SMR, donc une action du couvain, qui va aboutir à cet échec de reproduction. Mais on a également d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Donc, ce que j'ai appelé la fitness propre du varroa, et c'est notamment tout ce qui est lié à la variabilité génétique des varrois. On peut avoir des varrois qui intrinsèquement sont plus ou moins capables de se reproduire, et un effet environnement global qui va permettre aux varrois de se reproduire plus ou moins, comme les conditions de température, d'humidité ou la quantité de couvain, par exemple. Et donc, si on revient sur ce lien entre le fait d'avoir un échec de reproduction des varrois et le VSH, donc je vous illustre ces résultats par deux projets qui ont été conduits aussi dans le cadre de l'UMT, où on a regardé la corrélation entre ces deux caractères, et dans les deux cas, on n'a pas trouvé de corrélation significative entre ces caractères. Donc, ce que ça suggère, c'est que dans les populations où on a mesuré ce caractère-là, c'était probablement plus ces mécanismes qui étaient impliqués que le VSH, ou en tout cas pas que le VSH. Donc, comment on fait pour mesurer ce caractère de non-reproduction des varrois ? On est contraint au niveau de la période parce qu'il faut avoir des cadres qui sont quand même assez infestés. Et on va venir disséquer les alvéoles une par une
pour regarder d'une part si elles sont infestées ou pas, et dans le cadre où elles sont infestées, on va regarder, en fait, chercher à caractériser si la femelle se reproduit correctement ou pas correctement. Et ça, évidemment, il faut le répéter un certain nombre de fois. Et donc, on a également fait des travaux pour estimer le nombre de fois où il faut répéter ça pour que la méthode soit à peu près fiable. Et on est arrivé au chiffre de 35 alvéoles infestés minimum, ce qui peut prendre quand même pas mal d'heures. Donc voilà le protocole en pratique, à quoi ça ressemble. Donc on a une clé de détermination pour déterminer si la reproduction des varrois est normale ou pas, et ça se passe en laboratoire. Donc, je vous illustre ça rapidement par un résultat du projet Bistrong qui a été conduit dans le cadre de l'IMT aussi, et que Alain va vous présenter plus en détail par la suite, où on a regardé donc, ce caractère donc, SMR ou en fait MNR dans les colonies et en France, dans près de 1500 colonies. Et on voit en fait l'enseignement de ça, c'est qu'on a quand même un nombre non négligeable de colonies en France qui présentent ce caractère, et ce qui nous encourage pour continuer à travailler sur cette résistance aux varrois. Donc très rapidement, pour la réoperculation, en fait, c'est la même stratégie que pour le MNR. Il nous faut des cadres de couvains operculés, infestés. Et il va falloir, cette fois-ci, au lieu de regarder le contenu de l'alvéole, on va regarder vraiment l'opercule. Et on regarde la face interne de l'opercule. Il faut l'ouvrir délicatement. Et on va chercher à savoir si elle est intacte, donc s'il y a présence du cocon qui est tissé par la larve, donc qui brille, ou si on est dans une situation comme ça veut dire que les abeilles ont ouvert l'alvéole, ont rompu le cocon, et ensuite ont remis une couche de cire qui du coup est mate. Donc dans tous les cas, c'est très lourd. Et pour terminer, je vous illustre les limites aussi de ces méthodes de phénotypage au-delà du caractère chronophage, donc en vous parlant de répétabilité. Donc pour déterminer cette répétabilité, on va en fait réaliser plusieurs mesures sur la même colonie à des moments différents. On peut faire varier le pas de temps entre différentes mesures, et on va regarder la corrélation entre ces mesures-là. Donc juste un exemple en fait. Donc ça, c'est sur le caractère MNR, où on a différentes colonies, et on va les mesurer à 3 reprises à 1 semaine d'intervalle. Donc là, c'est de la répétabilité court terme. Et on voit que, en fait, dans certains cas, c'est les colonies qui sont représentées en bleu, ça se passe plutôt très bien parce que les 3 mesures sont toujours à peu près au même niveau. On a des colonies ici en orange où la variabilité commence à être plus importante. Et le dernier niveau, c'est les bleus, donc des colonies où on a des gros écarts entre les mesures. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant à regarder, c'est donc cette ligne bleue là, qui est le seuil qui a été déterminé par les Américains comme voilà, des colonies qui sont intéressantes ont un score très élevé, au-dessus de 0,6, et des colonies pas très intéressantes vont avoir un score moins élevé. Et on voit que quand même, dans pas mal de situations, en fait, on a des colonies qui, selon le moment où on vient les mesurer, vont passer au-delà ou en deçà du seuil, et donc pourraient être déterminées comme intéressantes ou pas intéressantes. Et donc, pour élargir un peu cette notion de répétabilité, donc il y a différentes études dans la littérature qui ont été faites pour regarder ça sur les différents critères que je vous ai présentés, donc le MNR, le VSH, le comportement hygiénique face aux couvains morts, l'épouillage et la réoperculation. Et en fait, dans tous les cas, la corrélation entre les différentes mesures, elle est assez variable selon les études, mais elle n'est jamais très élevée. Et donc ça nous indique qu'il y a une forte influence de l'environnement sur l'expression des caractères. Par exemple, on sait que la mielée peut avoir une forte influence, la quantité de couvain également peut fortement influencer l'expression de ces caractères. Et en termes pratiques, ça veut dire que ça renforce la nécessité en fait d'avoir plusieurs mesures pour augmenter la fiabilité de l'infestation. Et donc en conclusion, voilà, une partie en fait des expérimentations que je vous ai présentées à l'instant est réalisée sur un cheptel expérimental non traité qu'on maintient depuis
2016 maintenant, et sur lequel on réalise une sélection selon, sur le critère principal, bien sûr, de survie, mais aussi on associe des mesures des caractères de résistance dont je vous ai parlé. Et on essaye de rester autant que possible dans un contexte de performance apicole. Et donc, ce rucher-là nous sert de support pour les programmes de recherche qui visent à comprendre ces mécanismes de résistance aux varroa. Merci. Alain, je te passe la main, je crois. Oui, c'est ça. Merci Fanny. Je prends le son. Allô? Mais oui, on voit très bien. Ok, parfait. Alors, Fanny a très bien expliqué tous les phénotypes, la complexité de ces phénotypes, le fait qu'ils ne soient pas toujours très corrélés, l'importance de l'environnement et tout ça. Et donc, je vais vous parler plutôt des tentatives de recherche de marqueurs génétiques de résistance aux varroa. Car effectivement, la mesure de tous ces phénotypes étant très chronophage et très coûteuse également d'un point de vue financier, est nécessaire si on veut faire de la sélection. L'espoir, ce serait de pouvoir utiliser des marqueurs génétiques qui permettraient de faire un test en laboratoire et de pouvoir prédire si des colonies sont sensibles ou résistantes. Alors pour ça, il faut avoir des jeux de données qui permettent d'associer les marqueurs génétiques au phénotype et donc avoir mesuré un très grand nombre de colonies pour les phénotypes de résistance et d'un autre côté, regarder les marqueurs génétiques dans le génome. Donc, c'est un peu ça que je vais tenter de vous expliquer. Bon. Donc, c'est le projet Beestrong dont certains d'entre vous, voire peut-être beaucoup d'entre vous, ont dû entendre parler. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2016, qui a consisté à regarder les phénotypes sur plus de 1500 colonies d'abeilles, de séquencer des ouvrières de ces colonies pour rechercher des marqueurs génétiques et de rechercher des associations entre les marqueurs en question et les phénotypes. Le but étant de tenter d'avoir un service de génotypage qui permettrait de caractériser à l'aide de ces marqueurs moléculaires les colonies et de prédire leur résistance ou leur sensibilité. Donc, un grand nombre d'apiculteurs ont été impliqués dans le projet. Je ne vois pas mon propre écran. Et donc, des prélèvements ont été réalisés un peu partout en France, chez des collaborateurs en Suisse, aux Pays-Bas, voire aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Suède, notamment aux États-Unis. Il s'agissait de colonies qui avaient été sélectionnées, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, pour des caractères de résistance aux varroa. Les phénotypes qui ont été mesurés donc, ont été expliqués par Fanny. Donc, ce qui a été mesuré, c'est la dynamique des colonies à l'aide du protocole Coleval, qui permet d'estimer la force des colonies. Le caractère de suppressed mite reproduction, donc l'échec de reproduction du varroa. Donc ça, c'est le fameux caractère qui est très très long à mesurer, pour lequel il faut plus de 35 cellules infectées et pour lequel on estime si le varroa se reproduit de manière, se reproduit ou non. Le caractère de réoperculation, que Fanny également vient de nous montrer, et plusieurs méthodes d'estimation de l'infestation des colonies par le varroa, qui peut être la méthode des langes, la méthode du varroa phorétique. Et nous avons également regardé, puisque nous avons séquencé des ouvrières, nous avons recherché des séquences d'ADN de varroa dans nos données. Donc, les caractères qui ont été utilisés, donc là, c'est des corrélations entre les différents caractères qui ont été mesurés. Donc, en vert, quand on a une corrélation très forte, et en orange, quand elle est beaucoup plus faible. Bon, on n'a pas de corrélation négative. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les caractères de réoperculation et de non-reproduction du varroa ne sont pas corrélés aux autres caractères, tandis que les différentes mesures qui ont été réalisées d'infestation par le varroa, y compris le séquençage de mitochondries de varroa dans nos données,
sont bien corrélés et donc ont été combinés pour, dans les analyses sous forme d'un caractère global qu'on a appelé infestation au varroa. Ensuite, donc, ce qui a été réalisé, c'est le séquençage en mélange d'ouvrières. Donc, en fait, environ 500 ouvrières par colonie ont été prélevées, complètement mélangées, et le séquençage de ces 500 ouvrières ont été faites en mélange afin d'estimer les fréquences de marqueurs génétiques dans ces différentes colonies. Donc, ce qu'on recherche, c'est des marqueurs qu'on appelle SNP. Donc, un SNP est indiqué ici sur la gauche. Donc, le long du chromosome, si on zoome sur une région, on a l'ADN et on a la séquence. Et en une position, on va avoir sur un chromosome, par exemple ici, un C, et sur l'autre chromosome, un T. On peut aussi avoir des insertions, des délétions, le fait que dans certaines régions du génome, certaines bases ou certaines parties de séquences sont complètement manquantes. Pour le moment, toutes ces insertions et délétions qu'on appelle indels ont été mises de côté pour des raisons pratiques dans les analyses. Et donc l'espoir, c'est qu'un de ces indels ou un de ces SNP soit responsable de l'expression d'un phénotype de résistance. Donc, en pratique, la manière dont ça fonctionne, donc là, on a une portion de chromosome ici. Chaque ligne représente un chromosome, et en gris clair ou en gris foncé, on représente ce qu'on appelle les deux allèles au SNP. Donc, pour simplifier, au lieu d'utiliser le 4 bases ACGT, j'ai juste pris du gris clair et du gris foncé pour indiquer les deux possibilités qu'on peut avoir en chaque position du génome. Et là, on va prendre un caractère simple. Alors, je ne connais pas bien le déterminisme de la couleur chez les abeilles, mais je sais que ça fonctionne notamment chez les volailles où j'ai pas mal travaillé. On peut avoir des cas où un seul gène qui a une pénétrance complète, c'est-à-dire indépendant d'autres effets tels que ceux du milieu, peut être responsable d'une variation phénotypique qui peut être une couleur, par exemple une volaille blanche ou une volaille noire. Et donc, si on regroupe les individus des populations en fonction du phénotype en question, donc là j'ai mis une abeille noire et une abeille jaune, à la position, en admettant qu'on a marqué un marqueur, qu'on a trouvé un marqueur qui est directement responsable de ce phénotype, on devrait avoir dans nos populations systématiquement un allèle à cette position-là chez tous les individus de la population des abeilles noires, par exemple, et l'autre allèle systématiquement présent dans la population des autres abeilles. Et ensuite, quand on commence à s'éloigner par rapport à ce marqueur, enfin cette modification de l'ADN qui est responsable du phénotype, les recombinaisons historiques qui ont lieu dans les populations font que si on prend des marqueurs qui s'éloignent, à ce moment-là, cette réalité du fait qu'on a un allèle correspondant à un phénotype et l'autre correspondant à un autre disparaît. Et quand on s'éloigne, en fait, on commence à avoir la moitié des marqueurs qui sont gris foncé et l'autre moitié qui sont gris clair. Donc, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver un marqueur qui fonctionne de la manière de ce marqueur indiqué en rouge. On peut très bien ne pas l'avoir dans notre jeu de données. Donc, ce qu'on va avoir, on va rechercher, c'est un marqueur le plus proche possible. Ensuite, donc, grâce à une étude d'association entre le phénotype et nos séquences d'ADN. Et ensuite, l'idée, c'est que on peut utiliser ce marqueur-là, et quand on le regarde chez des individus pour lesquels on n'a pas regardé le phénotype, tous les individus qui ont gris foncé devraient être des abeilles noires, et tous les individus qui ont gris clair devraient être des abeilles jaunes. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un grand jeu de données de mesure des phénotypes, de séquençage et de détermination des marqueurs SNP au niveau des ADN, de l'ADN de nos individus, pour pouvoir faire une association et ensuite pouvoir avoir l'espoir de se passer de mesures de phénotype et d'utiliser que les marqueurs génétiques. Alors, la réalité, comme l'a montré Fanny tout à l'heure avec la distribution du phénotype MNR dans les populations françaises, c'est que
Donc là, j'ai mis une performance, donc ça peut être le SMR, MNR, ça peut être ce qu'on veut. Et là, le nombre de colonies, en fait, on a une distribution plutôt à peu près normale des performances. Donc, on n'a pas du tout à faire un caractère très facile à évaluer comme une couleur, mais on a plutôt ce qu'on appelle un caractère quantitatif, ce qui complique grandement les choses. Et donc, en fait, quand on utilise des marqueurs, donc ici, on prend un marqueur avec qui peut avoir un allèle sur un chromosome et un autre allèle sur d'autres chromosomes de la population, et qu'on sépare les individus de notre population en fonction du génotype au marqueur, en réalité, on va ici avoir deux distributions, c'est-à-dire que cette séparation ne va pas être aussi nette que pour la couleur jaune et noire que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, les raisons de ces imprécisions sont dues aux effets du milieu, aux effets d'autres gènes. Il peut très bien y avoir un très grand nombre de gènes qui sont impliqués dans l'expression d'un caractère, et la distance sur le chromosome, comme j'ai montré sur le graphique précédent. Si on prend un marqueur qui n'est pas présent à l'endroit ici, le gène qui est responsable du phénotype, et ici le marqueur qui est un peu plus loin sur le chromosome, du fait des recombinaisons, on a également des erreurs de prédiction. Donc, les résultats qu'on a obtenus dans le projet, alors tout d'abord, donc plus de 1500 colonies séquencées. On a quand même plusieurs types génétiques dans les populations françaises que nous avons classés en trois grands types différents. La raison, c'est que quand on mélange des types génétiques trop différents dans une analyse, l'analyse devient complètement... en fait, tous les marqueurs se mettent à prédire la même chose, qui est qu'en fait, on a des abeilles jaunes et des abeilles noires. Donc, on est obligé de séparer nos populations pour réaliser les analyses. Donc, on a une population composée d'abeilles de type Ligustica et Carnica, abeilles jaunes, une population composée d'abeilles de type Apis mellifera mellifera, abeilles noires, et une population qui contient toutes les abeilles hybrides, qui sont très souvent hybrides entre des Ligustica carnica et des caucasiens. Donc, les analyses sont faites séparément. Donc, pour le moment, nous avons trouvé 75 marqueurs SNP qui sont significatifs donc en regardant le génome complet par rapport à un ou plusieurs des trois phénotypes majeurs que nous avons regardés. Donc ici, typiquement, en bas de la diapositive, on peut voir des résultats chez les Ligustica carnica, d'une part, les abeilles mellifera, d'autre part, et les hybrides. Et on peut voir par ici qu'on a un marqueur qui ressort significatif dans un seul des trois types génétiques. Et lorsqu'on fait une analyse, une méta-analyse à l'aide de logiciels MASH et Mantra, on peut voir que ce marqueur ressort bien et significatif au niveau des populations globales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme on peut le voir, effectivement, l'effet population est important. Là, on voit que ce marqueur est significatif uniquement chez les Ligustica et les Carnica. On a aussi des cas où un marqueur qui a un effet positif dans une des populations peut avoir un effet négatif dans l'autre population. Donc, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Donc, ça veut dire que cette étude, en séparant les populations, est très importante pour la détection des marqueurs, mais également que lorsqu'on voudra utiliser ces marqueurs, si on les utilise, il faudra avoir des marqueurs peut-être spécifiques de chacun des types de populations. Et pour terminer, donc dans ces 75 SNP significatifs, ce qui est important aussi de savoir, c'est quelle est la part de la variance qu'ils expliquent dans les données. Donc là, on a les trois phénotypes majeurs, donc PC1, varroa, inf, c'est donc en fait tous les caractères de charge en varroa combinés ensemble, le phénotype MNR, le phénotype de réoperculation, et donc en bleu, c'est la part de variance expliquée par tous les marqueurs, donc ici, dans les abeilles jaunes, ici les abeilles noires et ici les abeilles hybrides.
Et en rouge, c'est la part de la variance expliquée par les marqueurs significatifs seulement, et on peut voir que cette part de variance est plutôt faible. Donc, on a en plus indiqué des barres d'erreur, donc on n'a pas une précision énorme, et on peut voir que cette part de variance estimée, il n'est pas impossible qu'elle soit nulle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le caractère semble être gouverné par un très, très grand nombre de gènes, donc peut-être possiblement les 75 SNP que nous avons retrouvés, mais encore un très grand nombre de marqueurs qui ne ressortent pas significatifs dans nos études, mais qui ont une influence dans l'expression génétique, la part génétique de l'expression du phénotype. Donc ça voudrait dire que si la part de variance est expliquée par tous les marqueurs, pour faire un diagnostic, il faudrait faire ce qu'on appelle de la sélection génomique, c'est-à-dire utiliser des dizaines de milliers de marqueurs associés à des mesures phénotypiques qui ne seraient pas à renouveler tous les ans, alors que si on utilise juste les marqueurs que nous avons détectés et qui nécessiteraient quand même d'être validés plus en avant dans d'autres populations, on explique en fait une part relativement faible de la variance génétique. Et j'insiste sur le fait que nous avons trouvé 75 marqueurs significatifs, mais ils doivent vraiment être validés au stade où l'on en est. On devrait pouvoir trouver des marqueurs peut-être plus proches des gènes responsables des résistances. Et il faut vérifier qu'ils fonctionnent bien à grande échelle dans des populations plus larges que ce que nous avons étudié. Donc ça, c'est un gros travail qui a été réalisé. Donc, j'ai fait la présentation, mais c'est pour beaucoup, en fait, le travail de Sonia Hénard. Donc, c'est sa diapositive de remerciement, donc elle s'est pas mise tout en haut, avec un grand travail de phénotypage qui a été coordonné par l'INRA d'Avignon et plusieurs laboratoires, GetPlage, l'INSAP, Labogena, qui a coordonné le projet, et tous les gens qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé au phénotypage. Voilà. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Bon, on est dans les temps. Je vais passer la parole à Marilyn pour un temps de questions-réponses. Merci Axel. Alors, on a eu beaucoup de questions suite à la première présentation de Fanny. Fanny a répondu à une grande partie des questions par écrit et là, on va en prendre quelques-unes à l'oral. La première question, c'est quel est l'impact de Varroa sur la reine? Est-ce qu'on sait s'il y a des résistances au niveau de la reine? Alors, je peux essayer de commencer à répondre. Si vous avez des éléments complémentaires, n'hésitez pas. Donc, on sait que ça soit au niveau des cellules ou des reines adultes, elles peuvent être infestées. C'est quand même assez rare. Donc, ça se passe plus dans des cas d'infestation majeure. Et au niveau par rapport à une résistance de la reine, je ne sais pas trop comment répondre, parce que j'ai l'impression que derrière cette question, ce serait une transmission verticale en fait de cette résistance. Et donc, ça rejoint la présentation d'Alain à l'instant sur la composante génétique de cette résistance. Et ça a été mis en évidence. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si Alain, tu veux compléter, par exemple. Benjamin. C'était quoi? Parce que j'étais en train de lire les... Sur la résistance de la reine à Varroa. Ah, la résistance de la reine elle-même? Oui, oui. Ouais, non. Alors ça, je ne connais pas très bien d'un point de vue phénotypique. Effectivement, est-ce qu'elle porte... Est-ce qu'on a vu des cas de Varroa avec... de Varroa qui sont sur la reine elle-même? Parce qu'en fait, moi, si j'ai bien compris, c'est des problèmes de virus associés et de reproduction dans le couvain, donc éventuellement peut-être dans les cellules de reine, c'est une bonne question. Après, ce qu'on regarde au niveau des marqueurs, effectivement, pour le moment, on regarde les marqueurs génétiques qui sont présents chez la reine. Donc, l'apport des mâles, par exemple, si c'est ça la question, on a du mal à le prendre en compte dans les études génétiques.
pour tout un tas de raisons. Ils sont nombreux, enfin, il y a une quinzaine de mâles qui participent à la génétique de la colonie, donc c'est assez difficile de les prendre en compte. De la manière dont on a fait, c'est qu'on a reconstitué des génotypes de reines, et donc en fait, ce qu'on regarde, c'est effectivement si la reine est porteuse de résistance. Merci. Pour Fanny, une autre question. Est-ce que vous avez publié des résultats alors, sur les performances de votre rucher test? Et également, il y avait une question auquel tu as répondu à l'écrit, mais c'était également sur les pertes en fait, sur ce rucher test. Donc peut-être tu peux faire une synthèse globale sur les 2 points. Oui, alors donc on n'a pas publié dans la littérature de données sur les performances. J'imagine performance, c'était sur la production, enfin je l'ai interprété comme ça. On a publié des résultats sur leur performance plus sur les critères de résistance, donc la charge en varroa et le comportement VSH. Je pourrais mettre le lien de la publication dans les réponses écrites si ça vous intéresse. Et du coup, donc ça c'était la première partie. Sur la production, en fait, ça va partiellement être, en tout cas, ça va être abordé dans la présentation qui va suivre de Colline Kouchner. Nous, ce qu'on fait sur nos colonies, c'est qu'on suit leur capacité à produire et on essaye de les mettre dans des conditions où elles peuvent produire, en les amenant notamment sur la mielée de lavande chaque année, puisqu'on est situé à Avignon, donc c'est pas très loin. Et elles sont capables de produire. On prend en compte, on choisit aussi les colonies qu'on va reproduire en fonction de celles qui gardent des capacités de production intéressantes. Et donc, il y a une partie de cette génétique qui est diffusée au sein du réseau de testage de l'ADAPI et ça sera abordé par Colline tout à l'heure. Et pour les pourcentages de pertes, donc, ça sera également abordé dans la présentation de Colline. Donc, nous, dans le cadre de nos non-traitements, on a quand même des pourcentages de pertes assez élevés. Je ne les ai pas précisément en tête comme ça, mais on est au-delà de 30%, je pense. En sachant que ce que j'ai répondu aussi à une autre question, on n'est pas dans le cadre, nous, d'un programme de sélection. En fait, notre volonté, c'est juste d'avoir un rucher expérimental qui soit non traité et sélectionné sur des critères de résistance qu'on mesure pour pouvoir servir de support à nos études. Et on veut rester dans un cadre aussi proche possible que celui de l'apiculture professionnelle. Donc, c'est pour ça aussi qu'on mesure des performances plus classiques. Il y a tout un partenariat avec les apiculteurs professionnels, encore une fois, qui va être présenté après par Colline et qui intègre une partie de cette génétique. Merci Fanny. On a encore le temps pour quelques questions, je pense. Est-ce que l'on sait pourquoi la fondatrice varroa, elle pond un premier œuf qui est un mâle? Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire en sorte que finalement, elle ne ponde que des mâles, ce qui résolverait notre gros problème de varroa? Je ne sais pas à qui s'adresse, peut-être sans doute plus à Fanny, cette question. J'avoue que je ne sais pas la raison. Est-ce qu'il y a déjà eu des essais de fait pour tenter de modifier? Ouais. Enfin, la raison fondamentale, oui, c'est comme chez les abeilles, il y a des histoires d'œufs fécondés ou pas, et c'est ça, voilà, donc quand les individus sont haploïdes, ils vont devenir mâles, et sinon, ils vont devenir femelles. Donc, mais pourquoi systématiquement le premier est un mâle, j'avoue que je ne sais pas. Et non, il n'y a pas d'études qui ont été faites pour essayer de travailler sur cet aspect-là. Il y a des études qui ont été faites pour essayer de comprendre ce qui dirigeait l'accouplement, la capacité des varroas à s'accoupler au sein de l'alvéole de couvain, par exemple, dans l'espoir de pouvoir éventuellement perturber cette phase-là par un dispositif de confusion sexuelle un peu similaire à ce qui peut être fait sur d'autres cas d'infestation, comme en culture de pommiers, par exemple, des choses comme ça. Mais sur ce point précis, je ne crois pas qu'il y ait d'études qui aient essayé de modifier ce cycle de reproduction.
Merci Fanny. Alors une question pour Alain. Arista Belgium a expliqué lors d'une conférence qu'il avait mis en évidence des jeunes responsables du VSH pour la Bugfast. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Oui, alors bon, je ne connais pas leurs résultats et pour autant que je sache, c'est pas publié. Il y a beaucoup d'études qui ont mis en évidence des régions du génome, sinon des gènes de résistance. Alors souvent, en fait, ce qu'on a, c'est des régions. Et dans ces régions, on trouve des gènes et on va assez rapidement dire que puisque ce gène est là et qu'il a l'air de faire quelque chose qui pourrait être en relation avec le phénotype, c'est lui le responsable. Bon. Ce qu'on voit, nous, en tout cas, après, s'ils ont travaillé que sur un seul type génétique, ça simplifie peut-être un petit peu, parce que, comme j'ai montré, quand on mélange des types génétiques différents, on est obligé de tout séparer pour faire des études. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit sur une étude à grande échelle, et il y en a très, très peu qui ont été réalisés à cette échelle-là, enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, c'est qu'il y a un grand nombre de gènes qui sont impliqués, il y a des effets de milieu, et qu'il faut être très prudent, y compris nous, nous sommes très prudents. On dit qu'on a trouvé 75 marqueurs, d'accord? On est très prudent. Ce serait vraiment risqué de s'en servir à ce stade-là pour faire de la sélection, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être validés pour tout un tas de raisons expliquées par Fanny, l'environnement, par moi-même, le nombre de gènes, rien que le fait qu'il y en ait beaucoup, et que d'une population à une autre, ce ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Et vraiment, il faudrait valider dans un grand nombre de populations et peut-être de types génétiques différents. Donc, moi, je reste assez sceptique des effets d'annonce. Voilà. Je peux me tromper, ce serait une bonne nouvelle, mais bon, voilà. Merci Alain. Je pense qu'on va passer à la présentation de Benjamin. Bonjour à tous. Du coup, même question, est-ce que vous voyez la partie en plein écran ou... Oui, parfait. Bon, du coup, l'idée à présent, c'était un peu justement de faire le point sur l'intégration des critères de résistance qui ont été présentés par Fanny dans le cadre de schémas de sélection, dans le cadre de travail de sélection pour avoir des abeilles résistantes. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des critères possibles de résistance qui ont été bien décrits par Fanny, juste son comportement hygiénique, l'infestation, alors SMR et MNR, sans revenir sur la distinction ou mesure du critère SMR concrètement dans les ruches, le VSH, et du coup, tout simplement, peut-être la durée d'operculation qui n'a pas été citée, qui a été étudiée quand même pas mal au début de l'infestation, enfin, des problèmes varrois, puisque plus la durée d'infestation va être longue, plus vous allez avoir de descendantes fertiles qui vont sortir de la cellule. Et du coup, il y a, comme cette durée d'operculation des nymphes est variable, il y a eu des travaux de fait sur essayer de réduire cette durée d'operculation. Et l'épouillage aussi, qui était du coup enlever les abeilles adultes sur, enfin les abeilles, enlever les varrois sur les abeilles adultes, pardon, sur les varrois phorétiques, soit avec l'abeille qui l'enlève elle-même ou qui va épouiller ses copines. Et soit on le mesure soit en regardant en labo, soit avec l'étude des varrois qui sont morts sur les langes en bas, voir s'ils ont été blessés ou pas. Donc il y a eu ces travaux-là aussi de fait dans le passé. Et un autre aspect qui est une autre stratégie qui semble en fait assez évidente quand on parle de sélection de la résistance, une méthode, enfin on va dire globale, dans le sens où on ne s'intéresse pas forcément aux critères précis, mécanismes de résistance, mais directement à avoir des colonies qui soient résistantes en regardant ce qui survit. Donc c'est le principe du James Bond test. C'est donc live and let die, laisser sans traitement et garder seulement ce qui survit. Et plus récemment, vous avez vu proposer la Darwinian Black Box proposée comme méthode qui est un peu moins extrême puisqu'on traite les colonies qui arrivent à des seuils d'infestation trop importants et on multiplie, on divise les colonies qui sont à des niveaux d'infestation plus faibles. D'un point de vue global, ça semblait, enfin,
la stratégie semble intéressante, puisque typiquement, quand on s'intéresse par exemple à la production de miel, pour mesurer la production, pour sélectionner cette production, on va simplement sélectionner sur le nombre, sur la quantité de miel produite. On ne va pas chercher à savoir si cette quantité de miel produite, elle augmente parce que la quantité de nectar emporté par chaque ouvrière est plus importante, ou parce qu'elle vole plus vite ou plus longtemps, etc. Ce qui est intéressant, c'est la résultante, donc d'avoir le plus de miel produit. Pour la résistance à varroa, ça pourrait être la même approche, dans ce cas, à la limite, quel que soit le mécanisme, peu importe, ce qui intéresse, c'est d'avoir des abeilles qui résistent. Donc, avoir cette mesure brute de la survie de sélectionner sur les colonies qui survivent. Donc, cette sélection naturelle sans traitement, donc, le gros intérêt, c'est qu'il y a peu d'efforts de phénotypage par rapport à ce qui a pu être présenté avant. C'est effectivement beaucoup plus simple. Alors, en contrepartie, il y a un coût assez énorme sur la perte de colonies. Et un autre intérêt de cette approche plus globale, c'est d'avoir une sélection d'une grande diversité de caractères en théorie. Typiquement, nouveau dans l'exemple de la production de miel, on ne va pas sélectionner uniquement sur un caractère, mais sur un ensemble de caractères qui peut du coup avoir une marge de progression beaucoup plus forte et pas se limiter à un seul critère qu'on va mesurer précis et donc avoir une diversité de résistance. Donc c'est une stratégie qui semble intéressante. Et du coup, d'ailleurs, vous avez vu dans la carte présentée par Fanny qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations de ce type-là. Et donc notamment un certain nombre sur île, mais aussi pas que en île, aussi sur des endroits non isolés. Et du coup, ça devient la première difficulté de ce type de stratégie, c'est d'avoir un isolement génétique. C'est-à-dire que si vous sélectionnez les colonies qui survivent en traitement, malgré tout, à un moment, elles vont remérer, elles vont essaimer. Et si cette stratégie-là n'est pas suivie sur l'ensemble du cheptel qu'il y a dans la région, les reines filles vont être accouplées par des mâles qui ne seront pas issus de colonies qui ont suivi cette même stratégie de sélection. Donc le progrès génétique risque de pas être très vite dilué. Donc faire cette stratégie sans isolement génétique est peu efficace selon les effectifs qui vont être mis en œuvre. À l'inverse, si on arrive à maintenir cet isolement génétique, notamment sur le cas des îles, on a un risque important de perte de diversité génétique, notamment par rapport à l'effectif initial. Hein. Mais du coup, on peut se retrouver très vite avec un goulot d'étranglement très fort s'il y a un taux de survie initial qui est très faible. Un point qui est évidemment valable pour tous les caractères, mais qui a été largement démontré aussi sur la résistance à varroa, c'est l'interaction entre génotype et environnement. C'est-à-dire que des colonies sélectionnées, résistantes dans certains environnements, ne vont pas forcément être aussi résistantes dans un autre environnement. Et un point qui est essentiel, notamment pour les apiculteurs professionnels, ça va être le côté quel caractère on sélectionne le plus rapidement en mettant en œuvre cette sélection naturelle. Et donc, les caractères qui sont le plus rapidement présents et favorables aux varrois, c'est des colonies qui sont peu dynamiques, donc avec peu de points, qui essaiment facilement, et l'agressivité peut aussi en faire partie. Donc, des caractères qui sont plutôt jugés indésirables par les apiculteurs. Donc, c'est des différents paramètres qui font que c'est une stratégie qui est difficile à suivre à grande échelle. Et alors, il y a la stratégie un peu intermédiaire qui va être d'importer des populations résistantes, et on va retomber un peu sur les mêmes contraintes de perte d'adaptation, d'interaction entre génotype et environnement. Et du coup, une perte de cette résistance quand on délocalise la population résistante sur un autre environnement. Et en plus de ça, on rajoute, comme tous les cas d'importation, mais des risques sur la population locale en termes de diversité génétique et d'importation potentielle de pathogènes qui ne sont pas forcément présents sur le territoire où on va les importer. Et donc, ces différentes raisons font que partir sur des critères de sélection plus précis, c'était typiquement comme tous ceux qui ont été présentés avant, c'était un peu dans l'idée de sortir des aspects d'impact de l'environnement. C'est-à-dire si on mesure précisément ce caractère de résistance, le SMR ou du VSH, finalement, on sera peut-être beaucoup moins dépendant de conditions environnementales. C'était un peu l'espoir initial. Et du coup, pour mesurer cette dépendance à l'environnement, il y a un critère que vous connaissez qu'on appelle l'héritabilité. Donc, pour mesurer l'héritabilité d'un caractère, donc, vous allez avoir un caractère qui a une population qui a la distribution un peu classique, normale, avec
il y a un maximum d'individus. Autour de la moyenne, vous avez un maximum d'individus. Au fur et à mesure où vous écartez de la moyenne vers les extrémités, vous avez de moins en moins d'individus qui ont ces performances-là. Donc ça, c'est la variation phénotypique, donc c'est la variabilité de la mesure qu'on fait. Cette variabilité, elle a une part qui est la génétique additive. Donc la génétique additive, c'est vraiment ce qui se transmet. On peut faire un calcul, la moitié du père, la moitié de la mère, et ça donne, à la moyenne, vous allez avoir la valeur génétique des descendants. Vous avez d'autres aspects génétiques qui vont être tout ce qui est hétérosys, qui ne peuvent pas être pris en compte sur ce genre de choses, ou tout ce qui va être épigénétique aussi, qui ne rentre pas dans le cadre de l'héritabilité. Et donc l'héritabilité, c'est un calcul qui est estimer la part de variance qui est liée à la génétique additive. Donc on arrive à reconstituer le fait que cette variance vient du père, enfin des gènes transmis par les parents par rapport à l'ensemble de la variance qui est observée sur cette performance. Donc la variance génétique additive sur la variance totale. C'est un critère qui est forcément très dépendant de la population sur laquelle on mesure, de la méthode qu'on utilise pour le mesurer. Pour faire très simple, si on mesure aussi par exemple une performance de production de miel en prenant simplement le nombre de hausses, on va avoir une variance qui va être très différente de si on mesure la production de miel au kilo, et donc on va avoir des résultats qui vont être très différents selon la précision de la mesure. Pour donner un ordre de grandeur, justement sur la production de miel, c'est quelque chose qui est très largement étudié depuis longtemps. On a des héritabilités selon les populations, selon les études, qui varient entre 0,15 et 0,5, donc quelque chose qui se sélectionne relativement bien, de manière relativement efficace. Et de la même manière, sur la douceur, quelque chose, on sait que ça se sélectionne très facilement. Les héritabilités sont plutôt de l'ordre de 0,4 à 0,5, selon les différentes populations, selon les méthodes. Et donc, comme je disais, on avait l'espoir que sur la partie, les critères de résistance un peu pointus, SMR ou ESH, on aurait assez peu finalement d'impact de l'environnement, mais on s'est rendu compte finalement qu'il y avait au contraire un environnement qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ qui impactait fortement. Typiquement, ça va être tout ce qui va être dynamique de couvain, qui va impacter à la fois évidemment sur l'infestation, mais aussi sur le VSH et sur les aspects d'épouillage, de grooming. Un point qui est extérieur, qui est la capacité de reproduction du varroa, c'est-à-dire lui-même, indépendamment des capacités de résistance de la colonie, lui-même peut avoir une capacité plus ou moins forte à se reproduire pour différentes raisons qui vont impacter la qualité des mesures de résistance qui peuvent être faites. Il peut y avoir un impact du couvain, comme ça a été dit, sur le SMR, mais du coup, c'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à prendre en compte dans les mesures qui vont impacter sur les mesures. Le niveau d'infestation, donc, qui est montré aussi effectivement que selon le niveau d'infestation, les colonies ne vont pas forcément avoir les mêmes performances sur les mesures de résistance, ne vont pas forcément s'exprimer de la même manière selon le niveau d'infestation. La présence d'autres pathogènes peut aussi impacter. Donc, tu as beaucoup de paramètres internes à la ruche qui font que ça impacte les performances des colonies, et donc ça rentre dans l'effet environnement, et du coup ça va diminuer l'héritabilité de ces caractères. Et après, il y a aussi des paramètres extérieurs sur la température, l'humidité, les ressources disponibles, et donc le fait que les abeilles vont être plus ou moins enclins au butinage, et tous les aspects de dérive des abeilles qui peuvent entraîner des réinfestations, et donc aussi des biais dans les mesures qui sont réalisées. Un point qui est aussi important sur toutes les choses comportementales, qu'on ne sait pas forcément bien, c'est un côté apprentissage, donc, qui peut entraîner en fait une surestimation de la part génétique, dans le sens où des abeilles, des ouvrières qui n'auraient pas forcément les gènes pour faire ce travail de nettoyage, peuvent l'apprendre au sein de la colonie, et du coup biaiser un peu les études qui sont faites derrière. Donc il y a eu un gros travail de synthèse fait par Mathieu Guichard en 2020, donc, qui pourrait être complété, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites récemment aussi. J'ai pris la dernière de 2023 pour compléter un petit peu justement sur les héritabilités de ces caractères de résistance.
Donc, vous avez sur le graphique de gauche, donc, chaque point représente l'héritabilité estimée de ce caractère par une étude. Donc, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est le nombre d'études par caractère. On voit qu'il y a certains caractères comme le VSH où il y a très peu d'études qui ont été publiées avec des estimations d'héritabilité, alors que d'autres, comme le comportement hygiénique, on voit qu'il y a un grand nombre d'études qui ont estimé des héritabilités. Sur le graphique de droite, c'est la précision de ces héritabilités. Donc, du coup, c'est le même nombre de points, hein, mais ça permet de voir si plus cette précision est basse, mieux c'est. Enfin, c'est l'écart-type, du coup, plus le chiffre est bas, plus l'estimation d'héritabilité est censée être précise. Donc, sans reprendre caractère par caractère, ce qu'on peut voir de manière un peu globale, c'est que selon les études, donc selon les paramètres qui sont étudiés, selon les populations, il y a quand même des héritabilités qui sont assez variables. Typiquement pour le MNR, on passe de 0,10 à 0,6 donc c'est simple, on multiplie par plus de 5 l'héritabilité estimée. Alors, celle que j'ai rajoutée, qui est donc de ce début d'année, est intéressante parce qu'elle est sur un grand nombre de colonies. Il y a eu plus de 1000 colonies Carnica et autant de Buckfast qui ont été étudiées sur ces critères, enfin sur le critère MNR. Mais typiquement, avec des facteurs d'environnement qui ne sont pas forcément pris en compte dans le calcul de l'héritabilité qui a été publié, donc avec peut-être un biais sur cet aspect-là. Et donc, on voit que ce qui est intéressant à regarder, finalement, c'est que sur quels que soient les critères, sur tous les critères qui ont pu être étudiés, on est toujours sur des héritabilités qui laissent supposer que la sélection est tout à fait réalisable, puisqu'on est sur des valeurs qui sont assez élevées. Enfin, à partir du moment où on dépasse du 0,2, 0,3, on est sur quelque chose qui est très facilement sélectionnable, donc on est sur des valeurs où la sélection semble tout à fait possible. Toujours sur l'excellent public de Mathieu, on a essayé d'adapter un peu sa conclusion, ce qui était sur caractère par caractère, quelle connaissance on a de sa mise en œuvre, alors à la fois sur une échelle expérimentale, donc la première partie du tableau, et ensuite plus sur une échelle terrain, dans le sens chez les apiculteurs, à grande échelle, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces différents caractères. Et donc la connaissance les publications scientifiques, qu'est-ce qu'elles apportent comme connaissance sur ces différents caractères et sur la possibilité de les mettre en œuvre. Alors, à une échelle expérimentale, ça s'entend avec des moyens importants et un suivi assez fin, ou sur une échelle terrain, plutôt à grande échelle, du coup. Ouais, donc, pour faire une synthèse rapide sur la partie expérimentale, on voit déjà qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus sur les caractères qui sont très coûteux à mesurer, comme le MNR ou le VSH. Malgré tout, comme ça a été dit par Fanny, hein, sur la justesse d'évaluation, c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour réussir d'avoir quelque chose de fin. Sur le SMR et MNR, on commence à avoir un peu de recul pour dire que ça semble quand même quelque chose d'assez héritable. Que le lien au niveau d'infestation, de la même manière, on commence à avoir les études indiquent que ça semble quand même des caractères qui sont pertinents à utiliser pour diminuer les niveaux d'infestation. Pareil pour le VSH et de la même manière sur la survie. Alors la réoperculation, c'est beaucoup plus récent comme caractère en termes d'études scientifiques, donc c'est encore plus compliqué d'avoir des certitudes sur sa pertinence, mais les premiers résultats étaient plutôt pas forcément favorables en termes d'héritabilité. La dernière publiée de Gabel a l'air de dire que finalement ça peut être quelque chose de très intéressant. Et le lien à la survie semblait dans tous les cas assez intéressant à regarder. Alors, le comportement hygiénique, pour le coup, est un caractère qui est très bien connu, puisqu'il s'est étudié même avant par rapport à la sélection pour les abeilles, enfin la résistance à la loque. Donc, on sait que c'est quelque chose qu'on peut mesurer de manière fiable et précise, qui est héritable et qui donc se sélectionne facilement, enfin se sélectionne bien, facilement. Par contre, le lien au niveau d'infestation, globalement, parce qu'il a été montré typiquement dans le graphique de Fanny, où on va dans le bon sens, mais c'est pas quelque chose de très fort non plus. Donc, on va améliorer, mais doucement. Et le lien à la survie, il est quand même assez faible. Sur la durée d'operculation, c'était quelque chose qui était du coup un peu compliqué à évaluer, mais par contre qui se sélectionnait a priori très bien. Et avec
Bon, le lien au niveau d'infestation, il n'y avait pas forcément d'études dessus, et le lien à la survie, qui était intéressant, ça a été arrêté plus pour des limites biologiques, parce que de toute façon, on peut pas diminuer la durée d'operculation des nymphes d'abeilles à un seuil qui soit bas au point qu'il n'y ait pas de varroa reproducteurs qui sortent des alvéoles. Sur les aspects grooming et épouillage, c'est vraiment le côté justesse d'évaluation qui est compliqué à mettre en œuvre, et du coup une irritabilité qui est pas excellente non plus. Et le lien au niveau d'infestation et la survie, par contre, semble des choses intéressantes. Et pour la charge en varroa, du coup, c'est quelque chose qui s'évalue de manière très fiable, simple, manière efficace, quoi. Et donc, l'héritabilité, il y a des publications récentes qui ont l'air de dire que ça reste quelque chose, enfin, que c'est quelque chose qui peut se sélectionner, même si c'était pas forcément évident au départ. Et un lien à la survie qui semble assez fort. Quand on regarde à l'échelle du terrain, en pratique, finalement, hormis donc, le SMR et MNR qui récemment ont eu on sait qu'ils sont difficiles à mettre en œuvre, mais il y a eu des mises en œuvre à grande échelle, du coup, dans le cas de Bistrong, mais c'est un projet quand même assez spécifique. Et il y a eu aussi, du coup, en Allemagne, une mise en œuvre à relativement grande échelle. Il y a Arista aussi qui met en œuvre à une échelle assez grande, mais du coup, c'est assez récent, il y a assez peu d'études sur le sujet, mais avec un progrès génétique qui semble intéressant. Pour le VSH, on n'a pas forcément de recul sur ces aspects-là, sur la réoperculation non plus. Par contre, sur le comportement hygiénique, on voit que ça peut se mettre en œuvre à grande échelle, que ça se met facilement en œuvre à grande échelle, et on peut attendre un progrès génétique. Bon, durée d'operculation et grooming, c'est des études qui ont malheureusement pas forcément progressé sur l'aspect-là. Typiquement, le grooming, c'était vraiment la, le passage à grande échelle qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Il y avait des études de labo qui semblaient très intéressantes de mesurer le grooming via les blessures des varrois sur les langes. Et en fait, transmis à grande échelle, il y a eu un projet à grande échelle en Allemagne qui n'a pas conduit à des résultats intéressants. Sûrement pas pour des histoires de précision de la mesure sur le terrain. Et la charge en varroa, pour le coup, on sait que c'est relativement facile à mettre en œuvre à grande échelle. Donc voilà. Par contre, on n'a pas encore de retour sur le progrès génétique qu'on peut en attendre. Un point qui est important pour savoir si on peut le mettre en œuvre, ça va être le coût. Donc, dans le cadre du projet Herbest, auquel l'UMT avait participé, il y a eu une estimation du coût qui en fait est quand même essentiellement du temps de travail pour les mesures des différents critères. Donc, ce qu'on appelle Basic Performance Testing, c'est la mesure de la production, des douceurs tenues au cadre. On est sur des coûts, donc pour le coût français, c'est dans l'ordre de 50 € par colonie, 47. Et là, c'est le coût moyen en Europe, donc un peu plus bas, parce qu'il y avait des pays dans l'étude où simplement le coût du travail était plus faible, donc forcément, ça diminuait le coût du testage. Quand on est sur du simple suivi varroa, on est à peine à 30 € par colonie pour faire du suivi par varroa. Comportement hygiénique, on est encore plus bas. Donc à ce niveau-là, ça semble des caractères qui semblent abordables. Alors que quand on parle de SMR, de réoperculation de SH, on est tout de suite sur des coûts beaucoup plus importants. Et donc, c'est un peu la conclusion de nos différents projets, c'est de pouvoir se concentrer. Quand on veut passer à l'échelle terrain, de se concentrer sur ces critères de comportement hygiénique et de charge en varroa. D'abord parce que c'est des critères, c'est avant tout un aspect pratique qu'on peut mesurer de manière facile à grande échelle et sur lesquels on peut attendre quand même un progrès génétique qui aille dans le bon sens. Typiquement, sur le comportement hygiénique, on sait que ça ne va pas être radical, mais qu'on va progresser dans un sens qui est efficace, pertinent sur le long terme. La charge en varroa, un peu plus l'inconnu, mais c'est aussi l'objectif d'aller dans cette direction-là. Donc voilà, c'était un peu voilà, si on reprend les différents critères possibles pour la récence à varroa, le choix qui est fait du coup, ça sera présenté par Pauline derrière, quand on veut passer à une échelle un peu plus terrain, de se concentrer sur caractères hygiéniques et niveau d'infestation, parce que c'est des caractères qu'on arrive à mesurer avec précision à grande échelle, dont l'héritabilité est sûre pour le comportement hygiénique et semble plutôt positive pour le niveau d'infestation. Donc pour le lien au niveau d'infestation, on sait que l'hygiénique, le comportement hygiénique, il est moyen, mais on va quand même aller dans le bon sens. Et le lien à la survie, il est évidemment fort dans le cas du niveau d'infestation, et on est sur des caractères qui sont relativement faciles et pas trop coûteux à mesurer. Donc voilà, ça sera
la mise en œuvre terrain que vous présentera Pauline juste après. Alors, je sais pas, j'imagine qu'il y a des questions. Merci Benjamin. Alors oui, on a quelques questions, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Alors on a une question concernant les stratégies. Alors quelle stratégie conseilleriez-vous à un groupement d'apiculteurs régional pour intégrer des tests phénotypiques dans leur programme d'élevage de rennes? Est-ce que la séquence suivante fait sens? PIN-test, avec donc une présélection de colonies hygiéniques, puis SMR, puis réoperculation. Alors, je ne sais pas si Benjamin, tu peux essayer de répondre, puis les collègues. Oui, bah, du coup, clairement, après, c'est une question de moyens qui peuvent être, accordés à ce genre de test. Le PIN test, c'est clairement un pré-tri qui est relativement abordable et qui peut se faire. Après, par rapport à entre SMR et réoperculation, la réoperculation va se mesurer, du coup, Fanny en parlera mieux, mais à partir du moment où on mesure le SMR, la réoperculation, c'est presque un sous-produit qui ne coûte rien à mesurer quand on mesure le SMR, quoi. Donc, c'est deux critères qu'on peut facilement intégrer ensemble. Et après, oui, mesurer ce critère-là dans un deuxième temps sur une petite quantité de colonies qui auraient été sélectionnées, pourquoi pas. Après, il faut quand même faire très attention sur la mesure du SMR pour que ça soit, comme l'a un peu présenté Fanny, pour que ça soit pertinent, il faut vraiment faire une mesure fiable. On sait que c'est peu répétable, que du coup, on risque d'avoir des mesures qui sont, de choisir des colonies qui auront été très bonnes sur cette mesure-là et qui n'auraient pas forcément été le coup d'après et inversement. Donc, le PIN test, comme le présentera Pauline aussi, on en a une valeur fiable quand on le mesure parce qu'on le mesure plusieurs fois et donc on diminue l'impact de l'environnement sur le classement de la colonie, quoi. Donc, mais le cas d'un point de vue mise en œuvre dans le cas d'un plan de sélection, de commencer par faire du pin test à grande échelle, clairement, c'est les stratégies sur lesquelles on part. Et après, de proposer des critères un peu plus fins sur un petit nombre de colonies présélectionnées, oui, c'est une stratégie qui semble pertinente. Merci Benjamin. Une question pour Fanny. Il a été démontré qu'une colonie fortement infestée produit beaucoup moins de miel. Sur un cheptel non traité, n'y a-t-il pas finalement un lien direct entre production et résistance ou tolérance? Alors, donc en effet, hein, il y a plusieurs études, et notamment une qui a été réalisée en lien avec la mielée de lavande et qui montre un lien fort entre l'infestation et la capacité de production. Ça reste une probabilité, donc ce n'est pas toutes les colonies infestées qui ne vont pas produire, de même que toutes les colonies non infestées ne vont pas forcément être celles qui vont le mieux produire. Mais je pense que cette question, elle illustre vraiment bien le fait qu'on est dans un compromis, en fait. C'est-à-dire que, et c'est tout l'intérêt de la sélection multicritère, et je pense que Colline va revenir là-dessus aussi, c'est de mesurer plusieurs critères et d'essayer d'avancer conjointement sur plusieurs de ces critères. En tout cas, par exemple, juste pour donner un exemple, parmi les colonies qu'on maintient de manière expérimentale sans les traiter, c'est possible de bien produire. Merci Fanny. Une question courte, quel est le plus fiable, PIN test ou congélation? Je pense pas qu'il y ait le plus fiable que l'un par rapport à l'autre. C'est deux méthodes qui donneront des résultats différents en général. Mais en fait, ça va être à nouveau, c'est la manière dont c'est réalisé. Du coup, clairement, le pin test, on a plus de recul dessus et je pense que c'est plus une facilité de mise en œuvre. Mais mal mis en œuvre mal mis en œuvre, ça donnera des résultats qui sont complètement faussés, quoi. Donc ça dépend. Je pense que le pin test demande peut-être un peu plus de technicité pour être mis en œuvre de façon fiable par rapport à la congélation où c'est relativement simple de prendre où il y a peu d'effets d'opérateur. Ce que j'entends derrière, c'est que typiquement le pin test peut y avoir un effet opérateur si la personne qui fait le piquage ne fait pas le piquage de manière parfaite, alors que sur la congélation, c'est peut-être un peu plus sûr
d'assurer la fiabilité de la mesure. Enfin, quel que soit l'opérateur, on devrait avoir le même résultat. Mais après, dans l'absolu, si les deux sont bien faits, je ne pense pas qu'il y en ait l'un qui soit meilleur que l'autre. C'est plus des choix de pratique de mise en œuvre. Merci Benjamin. On a une réaction concernant le coût de la main-d'œuvre et une suggestion. Pourquoi ne pas faire comme en Belgique? Ce sont des apiculteurs bénévoles qui ont été formés, qui font les comptages, et en échange, ils peuvent avoir des rennes faites sur les colonies sélectionnées. Alors ça, c'est un choix d'organisation. Oui, après, ça n'empêche pas que voilà, du coup, c'est un coût, puisqu'ils ont des rennes, donc c'est du bénévole, mais derrière, s'ils récupèrent des rennes, au final, c'est un coût pour le collectif. Donc, c'est une question de groupe pour s'organiser. Par contre, ce qui est certain, enfin, selon les mesures dont on parle, typiquement le SMR, même des personnes formées, c'est quand même... Enfin, il y a certaines personnes, dans le cadre du projet de Bistrong, où on a eu, je pense, plus d'une dizaine de techniciens qui sont venus faire les mesures, qui ont été formés, et malgré tout, il y a certains techniciens et sur lesquels la fiabilité de la mesure n'est pas encore garantie. C'est quand même une mesure qui est quand même, enfin, qui demande une certaine expertise, et je pense que l'investissement qu'on passe à former quelqu'un, ça vaut le coup de le rentabiliser en lui faisant faire beaucoup de mesures derrière. Et à l'inverse, quelqu'un qui va faire peu de mesures, peu souvent, la fiabilité de la mesure, ça peut être... Enfin, voilà, s'il prend beaucoup plus de temps par colonie, je pense que sa mesure pourra être fiable, mais voilà, enfin, ça, c'est plus une discussion entre guillemets, du groupe qui veut se lancer dans cette sélection, de voir comment il va s'organiser, mais il faut avoir conscience que pour faire une mesure SMR fiable, il faut un temps de formation et une pratique, enfin, un temps de formation long et une pratique régulière pour avoir des mesures fiables. Merci Benjamin. On a une question. Concernant les abeilles, et celles qui produisent beaucoup de couvains comme les bucks, sont-elles plus infestées que les abeilles plus rustiques qui ont des petites populations et des arrêts de ponde plus marqués? Bah, je ne sais pas si Fanny va répondre, mais du coup, enfin, de manière générale, les arrêts de ponte sont toujours forcément, enfin, le côté arrêt de ponte, c'est une certitude que ça diminue l'infestation. Enfin, ça va sacrément casser la dynamique du varroa. Après, le fait qu'il y ait peu de couvains enfin, une dynamique plus faible à une période où de toute façon les varrois ne sont pas encore très nombreux, je ne pense pas que ça change grand-chose à la dynamique varroa. Enfin, en printemps, en tout cas, je ne pense pas qu'une buck va être plus infestée qu'une colonie qui serait moins dynamique, quoi. Mais de manière générale, cette dynamique, elle joue, plus la dynamique couvain est forte, plus la dynamique varroa est élevée. Enfin, je pense que les producteurs de gelée pourraient en parler facilement. Ils ont des niveaux d'infestation qui sont toujours plus forts plus tôt en saison, parce qu'ils ont des colonies qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus fortes en couvain tôt, quoi. Après, ça se joue, c'est loin d'être le seul critère, quoi. Je sais pas si Fanny... Non, juste pour ça rejoint ce que vient de dire Benjamin. Dans le cadre du réseau de sélection de l'ADAPI, on a testé pas mal de types d'abeilles différentes. Et on voit pas la problématique, c'est aussi qu'est-ce qu'on appelle une buck finalement, ou qu'est-ce qu'on met derrière ces différents mots. Parce qu'on a testé beaucoup de choses qui s'appelaient initialement des bucks et avec des comportements très variables à la fois de dynamique de couvain et du coup et aussi de varroa, indépendamment ou pas de la dynamique de couvain. Donc je pense qu'on peut pas, en tout cas le nom du type d'abeille peut pas être un bon indicateur de ça. Merci Pauline pour ce complément. Peut-être une toute dernière question avant d'enchaîner sur les autres présentations. Est-ce que vous conseillez aux apiculteurs de s'intéresser aux questions de sélection ou bien juste de se centrer sur la gestion du varroa par l'itinéraire technique? Enfin, je pense qu'il faut d'abord maîtriser, enfin, le varroa, il faut d'abord le maîtriser par l'itinéraire technique. C'est le travail de sélection, c'est plus un travail de long terme. Donc, enfin, je pense qu'à une échelle d'une exploitation, il faut d'abord se centrer sur la gestion technique du varroa, c'est une certitude. Après, est-ce que c'est de manière individuelle ou collective qu'il faut progresser sur la résistance? Je pense que ça peut être aux deux échelles, mais l'intérêt, ça sera du long terme. Ce qu'il faut envisager dans tous les cas, c'est d'abord d'avoir une maîtrise technique de la gestion du varroa sur son exploitation. Se focaliser d'abord sur la sélection, c'est aller vers des grosses déconvenues à court terme. Merci Benjamin.
On va enchaîner avec la présentation de Colline. Alors, bonjour à tous. On a bien le micro. Je ne vois pas si on a... Oui, pardon. Donc, bonjour à tous. Donc, Colline Kouchner, moi je travaille à l'ADAPI, l'Association pour le développement de l'apiculture provençale, sur notamment des questions de sélection. Et donc, pour apporter un peu un aspect, comment tous ces travaux de recherche qui vous ont été présentés par Fanny, Benjamin et Alain, comment on essaye de les transcrire ensuite vers le terrain et les exploitations. Je vais vous présenter l'exemple d'un projet qui s'appelait Bimuse et qui, du coup, a été intégré dans le cadre d'un groupe de sélection et d'un programme de sélection régionale. Donc, pour présenter rapidement le contexte dans lequel il s'inscrit. Donc, dans la région PACA, on anime un groupe de testage et de sélection qui est régional, qui regroupe une vingtaine de personnes dans la région depuis 2015 et qui est animé par l'ADAPI, avec un objectif de sélectionner des abeilles qui sont adaptées au contexte régional sur un ensemble de critères, en premier lieu apicoles, donc avec des questions de production de miel, d'autonomie alimentaire, par exemple, de comportement, d'éviter des problèmes d'essaimage, etc., critères apicoles assez classiques. Et avec évidemment la question de comment est-ce qu'on peut, si possible, intégrer une sélection en lien avec la résistance à varroa. Et donc, depuis 2 ans, avec ce groupe, on a été impliqué dans ce projet de recherche qui s'appelait Bimuse pour sélection multicritère en apiculture, avec cette question de quelle intégration possible dans les plans de sélection apicale de critères liés à la résistance aux maladies au varroa. Donc, il s'agissait bien de comment appliquer ça dans des plans en dehors d'un cadre expérimental, mais vraiment dans un cadre apicole, de groupes d'apiculteurs, d'exploitation, etc. Avec une question de comment mettre en œuvre, en fait, à une échelle assez grande sur le terrain, des mesures notamment de comportement hygiénique, et après, comment intégrer ça parmi les autres critères de sélection. Donc, c'est un projet qui a regroupé l'ADAPI avec l'INRA de Jouy-en-Josas, l'INRA de Toulouse avec Alain, l'Institut de l'abeille, et l'INRA d'Avignon, évidemment. Donc, dans le cadre de l'UMT. Et alors, en fait, on est parti là-dessus exactement pour les raisons que présentait Benjamin tout à l'heure, sur le fait que finalement, le comportement hygiénique, ça reste dans les critères qui sont plus facilement mettables en œuvre sur le terrain que les autres critères de mesure du comportement vis-à-vis de varroa. Et que même si c'est pas forcément aussi direct pour indiquer un comportement vis-à-vis de varroa, ça permet d'avancer quand même dans la bonne direction de façon beaucoup plus praticable que les mesures comme le VSH ou le SMR qui sont vraiment très lourdes à mettre en œuvre. Donc, pour présenter un peu, je vais surtout vous présenter aujourd'hui cette question de comment ça se met en œuvre en pratique, comment on a aménagé ça pour que ça puisse être mis en œuvre. Alors, pour présenter un peu le fonctionnement de notre plan de sélection et du groupe, en fait, on a donc un certain nombre d'apiculteurs, d'apicultrices impliqués dans le réseau de sélection qui vont mettre en place des ruchers de testage. Donc, la photo des ruches a disparu, mais elle va peut-être revenir à un moment. Donc, des ruchers de testage avec à chaque fois plusieurs lignées d'abeilles qu'on teste pour comparer en fait différentes lignées dans différents environnements avec une quinzaine de ruchers chez différentes personnes étudiées en parallèle et une évaluation des colonies qui va être faite en parallèle par les apiculteurs testeurs et par l'ADAPI. Donc après, ça permet d'analyser les données, de voir, de comparer... Ah, voilà, les ruches sont revenues. De comparer les différentes lignées pour choisir finalement pour identifier qu'est-ce qui a été le plus pertinent dans le cadre de la région. Et après, qu'est-ce que c'est les étapes d'après? Évidemment, ça va être de choisir parmi ces différentes lignées testées quels reproducteurs on veut conserver, de faire des croisements, de faire des élevages de mâles, des élevages de reines, et des croisements pour multiplier et garder finalement ce qui nous aura paru le plus intéressant, donc ce qui aura été évalué. Et donc la question, c'était vraiment d'essayer d'intégrer dans cette dynamique de sélection-là les questions liées à varroa. Donc comment on a fait ça? On a fait ça à la fois par le comportement hygiénique et par un suivi d'infestation varroa tout au long de la saison, pour garder les deux en parallèle. Donc, avec des comptages varroa phorétiques qui ont été faits en saison par 4 comptages par colonie, donc de la sortie d'hiver jusqu'à la fin de la millée de lavande. Donc, on est aussi en Provence, donc c'est sur la millée de lavande qu'on fait beaucoup de travaux. Donc, avec des comptages qui vont de là à peu près en mars, un deuxième en avril-mai, un juste avant la millée de lavande et un tout en fin de millée, donc avant le traitement.
Donc ça, c'était assez facile à mettre en œuvre. On sait bien comment compter des varrois. On va prélever des abeilles et après compter le nombre de varrois par échantillon d'abeilles. La question plus complexe, c'était de savoir comment mettre en œuvre le comportement hygiénique des colonies de façon assez pratique. Donc avec un besoin aussi de répéter ce test, de le faire au moins 2 fois par colonie pour avoir des résultats fiables. Donc pour rappeler un peu comment ça se déroule, un test de comportement hygiénique. Donc là, avec l'exemple du test en couvain piqué, donc on va piquer une zone de couvain. Donc en haut, vous avez le gabarit en métal qui permet de repérer une zone de couvain qu'on va piquer, avec une aiguille qu'on ne voit pas très bien sur la photo, mais en fait, au bout du stylo, c'est une aiguille qui est montée dans le stylo, donc qui permet de piquer chaque cellule de couvain. On marque la zone avec du marqueur. Donc, on attend pour voir, on remet les quêtes dans les colonies, on les laisse éventuellement nettoyer. Alors, en pratique, on n'attend pas si longtemps que ça, parce que pendant ce temps, on pique toutes les autres colonies, et quand on a fini la dernière, on revient vérifier. Et quand on a fini donc d'attendre, on va vérifier le nettoyage qui a eu lieu ou pas par la colonie. Donc là, sur la photo de droite, vous avez un patch de couvain dans le gabarit, là, dans le rectangle du gabarit, avec une partie des cellules qui ont été donc plutôt bien nettoyées, plutôt bien au moins désoperculées, où elles ont commencé à évacuer les nymphes qui ont été piquées. Et là-dessus, il y avait plusieurs questions qu'on a explorées dans le cadre de ce projet. C'était comment adapter, en fait, pour faciliter la mise en œuvre sur le terrain, en termes de temps d'attente pour le nettoyage, de méthode de destruction de couvain, de modalités de vérification. Qu'est-ce qu'à la fin, sur ce patch à droite, avec des cellules qui sont désoperculées, d'autres complètement nettoyées, qu'est-ce qu'on compte pour être pertinent? Et donc, on a comparé la question de faire un piquage, de détruire le couvain, soit avec l'aiguille, donc en piquant à travers l'opercule, soit par de l'azote liquide, ce qui est l'autre méthode classique, dont on discutait tout à l'heure. Il y avait une question sur le sujet. Il y avait donc en termes d'attente aussi, il y a un enjeu sur savoir combien de temps il faut attendre pour pouvoir classer les colonies et repérer celles qui sont les plus hygiéniques. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à 24 heures, mais du coup, ça implique de revenir sur le rucher le lendemain. Donc, quand les ruchers sont loin, c'est pas forcément le plus pratique en termes d'organisation. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on peut faire tenir ça dans la même journée et jusqu'à quand, quelle durée minimale, entre guillemets, on peut descendre pour avoir une réponse pertinente. Et qu'est-ce qu'on regarde après dans ce patch à la fin? Qu'est-ce qu'on compte? Quelles cellules on considère comme étant nettoyées? Donc, globalement, on a comparé un peu tout ça. On a comparé aussi l'effet des opérateurs. Je ne l'ai pas remis sur le diapo, mais c'était ce que disait Benjamin tout à l'heure. L'enjeu de faire correctement les tests, c'est aussi qu'en fait, d'une personne à l'autre, ce ne soit pas trop variable. Donc ça, globalement, c'était assez encourageant, c'était assez satisfaisant, puisque entre plusieurs personnes formées, il y a un temps de formation. Et après, passer ce temps de formation, les différentes personnes qui vont pouvoir faire ce test vont être comparables les unes aux autres. Donc, c'est avec les apiculteurs du groupe qui ont souhaité participer, se sont formés, ont essayé. Donc, on a pu comparer avec beaucoup de personnes différentes, et ce qui permettait de conclure qu'une fois passé ce temps de formation, c'était assez comparable. La comparaison entre les différentes méthodes de destruction des zones de couvain, donc ça a clairement penché en faveur de faire ça à l'aiguille, principalement parce que c'est plus rapide, c'est beaucoup plus simple en termes de logistique. Avoir de l'azote liquide et promener de l'azote liquide en fait un peu partout dans la région, c'est pas simple. Ça coûte cher de s'en procurer, il faut s'en procurer, ça s'évapore au fur et à mesure, donc il faut des contenants adaptés. Et en plus, il y a aussi des enjeux de sécurité, puisqu'il faut que ce soit des contenants qui évitent que ça se renverse. Bon. Et c'est aussi plus compliqué à mettre en œuvre sur le rucher, puisqu'il faut attendre l'évaporation de l'azote liquide, donc il faut protéger les cadres du pillage. On ne peut pas laisser un cadre comme ça 10 minutes en attente pendant que l'azote liquide tranquillement est en train de s'évaporer. Donc c'est quand même une logistique et un coût clairement plus important que le piquage à l'aiguille. Donc on est parti sur cette méthode-là. Et après, on a testé donc différents temps de vérification pour voir est-ce que ces temps-là sont bien corrélés? Est-ce que si on vérifie à 3h30 ou à 4h30, c'est indicateur de ce qui va se passer à 6h, à 24h? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, dès 3h30, ça permettait de discriminer assez bien les colonies qu'on avait. Donc, ça veut dire que dans les colonies qu'on avait, on avait de la variabilité dans le nettoyage. Il y en avait un certain nombre qui allaient rien faire, 3h30, clairement, où on va réouvrir et en fait, le patch est identique à comme il a été remis. Elles ont juste refermé le trou de l'aiguille. Et des colonies qui vont avoir très bien nettoyé, comme celle sur la photo, là, qui a plutôt commencé à nettoyer beaucoup de cellules. Donc, ce qui est important, c'est ça, en fait, c'est d'avoir dans la population qu'on teste un étalage des résultats pour pouvoir choisir celles qui sont mieux.
Donc, c'est un temps qui a marché chez nous avec les colonies qu'on avait, qui avaient ce nettoyage suffisant. Donc, il y a peut-être des situations où même 3 heures, c'est suffisant. Il y a peut-être des situations où il faut attendre 4h30, 6 heures, parce qu'à 3h30, personne n'a commencé à nettoyer et qu'il faut leur laisser plus de temps pour commencer à repérer les plus hygiéniques. Sachant que c'est un temps qui va diminuer avec la sélection sur ce caractère. Et après, il y avait la question de qu'est-ce qu'on compte finalement ? Puisqu'il y a des cellules où elles vont juste avoir enlevé l'opercule, puis elles vont commencer à avoir mangé la nymphe, enlever complètement la nymphe. Et finalement, on est resté sur l'idée que des cellules qui sont, à partir du moment où elles ont commencé en fait, à désoperculer et à enlever la nymphe, c'est un assez bon indicateur de ce qui sera entièrement nettoyé par la suite. Donc le fait de diminuer le temps et de faire des comptages qu'on a fait donc à 3h30 ou 4h30, c'était possible parce qu'on n'attend pas que les cellules soient entièrement nettoyées. Et on regarde juste finalement qu'est-ce qu'elles ont commencé à nettoyer et on compte ça comme des cellules en nettoyage. Donc finalement, avec tout ça, on a abouti à ce qui nous a semblé ce qu'on a essayé de faire le plus rapide et pratique possible pour faire à grande échelle ces tests de comportement hygiénique. Donc avec des pin tests à l'aiguille, avec un temps d'attente qui était initialement de 4h30, qu'on a ensuite passé à 3h30, en comptant toutes les cellules qui ont commencé à être nettoyées comme des cellules en cours de nettoyage. Et donc, on a fait ça sur un peu plus de 400 colonies qui sont suivies dans le cadre du groupe de sélection en 2021, puis en 2022. Donc, ça a quand même représenté un temps certain, puisque sur des ruchers de, en gros, 30 à 45 ruches, il faut compter une journée par rucher, puisque le matin, on va faire le piquage et l'après-midi, on va vérifier le nettoyage ou pas. Et qu'il faut être plusieurs pour faire ça, pour aller assez vite, pour réduire suffisamment le temps où on fait les pin tests et que ça tienne dans la journée. Donc pour 30 ou 45 colonies, pour faire tenir dans la journée, on essaie au moins 3 à 4, 5 par jour présents sur le rucher pour pouvoir assurer ces tests-là. Donc c'était assez lourd à mettre en place malgré ces simplifications du protocole qu'on a pu faire. Et mais on a quand même réussi, on a quand même fait ça sur plus de 400 colonies, du coup 2 ans de suite. Donc, ce qui a donné pas mal de résultats sur cette mise en œuvre, en parallèle du comptage varrois. Donc, quels résultats on a eu ? Donc, ça a confirmé ce qu'a dit Fanny en début là, de webinaire sur le fait qu'il y a une corrélation existante entre le comportement hygiénique et le varroa phorétique en fin de saison. C'est une corrélation qu'on a revue là. Donc là, vous avez les graphes. Donc en gros, sur l'axe horizontal, c'est le comportement hygiénique en pourcentage. C'est-à-dire qu'à 100, elles ont commencé à nettoyer toutes les cellules piquées. À 0, elles n'ont rien fait. Et sur l'axe vertical, vous avez le varroa phorétique en fin de mielée de lavande. Donc c'est un nombre de varrois pour 100 abeilles. Donc on a une corrélation existante. Elle n'est pas très forte. Elle est autour de 0,2. Donc ça veut dire que le comportement hygiénique explique en gros 20% de la variabilité du varroa en fin de saison. Donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure Fanny, ça va dans le bon sens, mais c'est pas non plus direct et très important comme relation. Mais les colonies qui ont un bon comportement hygiénique, c'est aussi celles qui ont un peu moins de varroa. L'autre résultat qu'on a eu, qui nous semblait quand même très intéressant, c'était que parmi les lignées testées, donc ces 2 années-là, il y en avait qui étaient issus des projets de l'INRA, dont a parlé Fanny, notamment sur la sélection, enfin sur les ruchers de ruches sélectionnées seulement sur leur résistance à varroa. Et en fait, c'est des lignées qui avaient de fait un meilleur comportement hygiénique et moins de varroa aussi dans ces contextes vraiment apicoles, puisque c'est des ruchers de producteurs de la région qui sont menés complètement selon des parcours apicoles avec des pratiques apicoles classiques d'exploitation. Et donc, ces lignées avaient à la fois un meilleur comportement hygiénique et moins de varroa, donc ça, c'était attendu, elles ont été sélectionnées là-dessus, et elles ont quand même fait du miel. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et elles se sont plutôt très bien débrouillées là-dessus, puisqu'elles étaient dans le haut du panier des différentes lignées testées, où on teste une dizaine de lignées chaque année. Donc elles étaient en gros dans les 3-4 meilleures sur les différentes années où elles ont été suivies. Donc ce qui est quand même encourageant sur le fait que ces efforts de long terme peuvent aboutir à des résultats. En termes de pouvoir mettre en place ces projets-là et cette sélection-là dans des plans de sélection apicole, clairement, la question du temps de mise en œuvre, elle se pose de façon assez majeure. Donc là, on a pu faire ces suivis sur plus de 400 colonies pendant 2 ans aussi, parce que c'est dans le cadre d'un projet de recherche, donc on avait du temps dédié, donc on avait du monde sur le terrain pour faire ça. Sur un fonctionnement un peu en routine de plan de sélection, ça reste très lourd.
Donc la question qu'on a maintenant, c'est plutôt sur quelle colonie est-ce que c'est le plus pertinent de mesurer ce comportement hygiénique. Donc dans le cadre du projet BIMU, c'est quelque chose qu'on a fait, en fait, on a des ruchers de testage où on teste des filles de rennes souches qu'on veut comparer. Donc on a testé sur 400 colonies. Là, la question qu'on va avoir, c'est peut-être plutôt de tester ça sur directement les rennes inséminées, donc sur les mères, donc avoir une sélection un peu moins précise, mais qui permet de mettre en place ces tests-là, qui sont quand même lourds à mettre en place sur beaucoup de colonies à l'échelle de l'ensemble des ruchers de testage. Donc, de savoir comment on l'intègre, à quel endroit du plan d'évaluation et de sélection. Et après, en perspective, du coup, il va y avoir qu'est-ce que ça apporte dans les plans de sélection, et donc avec dans la suite du projet, la modélisation des progrès génétiques sur ces points qui peuvent être attendus avec différents scénarios, de si on teste sur les mères, sur les filles, combien de colonies, quelle pression de sélection on fait. Donc, dans le cadre de la thèse de Tristan Kistler, qui est très impliqué dans ce projet. Donc ça, c'est les perspectives pour la suite de ces travaux. Et en conclusion, ça reste... donc tout ça, c'est des travaux qui sont possibles parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué. Hein, c'est des travaux collectifs. Le fait de travailler ensemble, c'est ce qui permet d'avoir un peu toutes ces mesures. Et du coup, de long terme, puisque ça prend du temps, mais qu'on voit que quand même, ça va dans le bon sens avec ces résultats de sélection qui vont dans le bon sens, heureusement, avec tous les efforts qu'on a mis derrière. Mais c'est quand même assez encourageant de voir ça. Donc, je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi au passage tous les apiculteurs, les apicultrices du groupe et toutes les personnes nombreuses qui ont été impliquées pour venir faire ces pin tests sur tous les ruchers. Et on va voir par la suite, du coup, maintenant, un retour du côté apicole de ces travaux-là, de ces expériences avec Marie Bonnet, qui, du coup, est impliquée dans le groupe de sélection dans le Vaucluse. Bonjour à toutes et à tous, je suis apicultrice donc dans le Vaucluse avec mon mari. On a 400 ruches en production et on fait partie du réseau de testage du groupe de sélection depuis 2015 à l'ADAPI. Donc nous, on a commencé toute cette histoire de pin test avec BIMUS, comme en a parlé Colline. Donc il y a 2 ans, on a 2 ans de recul. La première année, on a découvert le PIN test avec une arrivée de beaucoup de techniciens ADAPI et de jeunes chercheurs en thèse qui étaient très motivés, très initiés à la technique. Donc, on a été un peu spectateurs de la méthode. Ça a été fait sur toutes les rennes en testage, toutes les filles qui étaient en testage, donc entre 40 et 45 ruches à faire, et sur toutes les rennes inséminées pour pouvoir les départager après avec le résultat, en partie. Sur le coup, moi, ça m'a paru une technique très scientifique, très technique, pointue, entre le choix de la zone à piquer, qui est pas simple, parce qu'il faut trouver des larves avec un âge aux yeux violets, là, très particulier, donc il faut vraiment chercher, ouvrir des alvéoles pour trouver ces larves âgées d'un âge très précis. Le piquage qui est aussi très technique parce qu'il ne faut pas arracher, il ne faut pas faire un gros trou parce qu'à ce moment-là, on détruit l'alvéole et c'est un acte qui peut perturber les comportements des abeilles plus que d'avoir tué la larve dessous. Enfin voilà, sur le coup, ça a été quelque chose d'assez surprenant, assez long. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment un acte scientifique, peut-être pas apicole pour un apiculteur. La deuxième année, l'année dernière, on s'est retrouvés, Colline et moi, donc, à le faire sur uniquement nos rennes inséminées. Donc, il y en avait, je sais pas, à peu près une quinzaine. Donc là, c'est devenu beaucoup plus accessible parce que beaucoup moins de sujets à faire. Moi, j'avais déjà vu un coup, donc j'étais un peu plus préparée. Ça s'est bien passé, mais je me suis dit que c'était pas possible de le faire seul et qu'il fallait vraiment être avec quelqu'un, un technicien de l'ADAPI pour être épaulé parce que ça reste des gestes très techniques, c'est très long l'attente. C'est Colline qui a fait tous les comptages avec un appareil de comptage que moi je ne maîtrise pas encore. Donc je ne sais pas si cette année je vais essayer de le faire ou pas, mais ça reste quand même du début à la fin très compliqué et très long. Donc tout ça pour un caractère évalué qui est très secondaire dans la sélection, puisque nous, ce qu'on sélectionne d'abord, c'est la quantité de miel produite, et puis peut-être l'autonomie alimentaire, et puis peut-être l'essaimage et la douceur. Et donc ce critère-là de caractère hygiénique
c'est quand même un caractère qu'on regarde dans nos inséminés parce que des fois, on a des croisements identiques et donc ça nous permet d'avoir un élément supplémentaire dans le choix des souches qu'on va multiplier. Donc, c'est un élément supplémentaire important, mais pas primordial, en tout cas pas prioritaire. Donc, en bilan, c'est très lourd à mettre en place. Il faut vraiment le voir faire par des gens qui savent faire. Il faut être épaulé, même dans un cadre de sélection, pour sélectionner sur des ruches, même sur des souches inséminées. Voilà, peut-être que c'est, alors pour quand même mettre un bémol un peu positif, c'est peut-être quand même un critère à évaluer parce qu'en sélection, on a dans le long terme, ça aura peut-être vraiment un impact positif sur la résistance à varroa, sur l'ensemble de nos filles et de ce qu'on multiplie. Mais voilà, à l'instant donné, c'est très lourd et pour un résultat léger, mais peut-être c'est dans le temps qu'on arrivera à avoir un impact positif de cette méthode-là. Voilà, j'en ai à peu près fini sur mon retour d'expérience sur le PIN test, sur mon hocher. Merci Marie pour ce témoignage. On va prendre maintenant quelques questions à l'oral. Alors, on a un certain nombre de questions là qui arrivent. Alors, pour Fanny, pouvez-vous confirmer que le comportement hygiénique est plus présent en fin de saison et que donc il conviendrait de faire les PIN tests le plus tôt possible en saison pour déterminer les colonies les plus hygiéniques? Alors, en fait, dans nos tests sur le comportement VSH, donc on a fait des essais répétés au cours de la saison et on a montré que le VSH était plutôt plus important, en effet, en fin de saison. Par contre, pour le comportement hygiénique avec le test du PIN test, notamment, on n'a pas trouvé cette tendance-là. Donc actuellement, on s'oriente aussi plutôt sur des décisions par rapport à des critères pratiques parce que pour pouvoir faire ce test dans des bonnes conditions, il faut avoir suffisamment de couvains. Et en fin de saison, il y a plein de cas où en fait, c'est pas possible. Et en tout début de saison, ça peut aussi être compliqué selon le délai d'observation qu'on respecte, comme disait Colline. Donc nous, on a pu descendre à 3h30, ce qui nous a permis de faire des comptages quand même assez tôt en saison. Mais si on doit maintenir un délai à 6h, par exemple, là, c'est plus compliqué en tout début de saison où on ne peut pas commencer très tôt le matin ni finir très tard le soir parce qu'il fait un peu froid. Donc, voilà. Merci Fanny. On a une question concernant le seuil, en fait, c'est-à-dire combien de cellules devraient être nettoyées sur 24 heures pour pouvoir être sûr que le comportement hygiénique des abeilles est suffisant et reproduire cette colonie? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vraiment fixer un seuil dans l'absolu. Il y a une variabilité assez forte des résultats qu'on va avoir même d'un jour à l'autre, selon un peu la météo, l'environnement, enfin le contexte, est-ce que ça miele, est-ce que ça miele pas. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce test, c'est que ça permet de distinguer celles qui sont les plus hygiéniques. Et en fait, il faut comparer un certain nombre de colonies. Le faire sur une seule colonie pour savoir si elle est hygiénique ou pas, en fait, ça ne va pas permettre du tout d'avoir une idée de la question. Il faut vraiment le faire sur au moins une dizaine de colonies qui vont être sur le même rucher, le même jour, dans le même contexte. Et après, on va pouvoir savoir, parmi le groupe de colonies, lesquelles sont les plus hygiéniques. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et parfois, les plus hygiéniques, elles auront nettoyé la moitié, parfois, elles auront nettoyé 95%. Et d'un jour à l'autre, ça va peut-être changer, quoi. Donc, c'est vraiment une petite sélection au sein d'un groupe de colonies. Colline et Marilyn, ça rejoint peut-être la question sur où peut-on trouver le dispositif pour faire le PIN test. Est-ce que ça a été formalisé et on a dit... Oui, alors on est en train de faire une fiche technique pour récapituler un peu toutes les informations à savoir sur comment ça se met en place, à quoi il faut faire attention, quel matériel, et du coup qu'on devrait diffuser rapidement. Et est-ce que la force de la colonie peut avoir un impact sur le résultat du PIN test ou bien pas du tout? Alors on le voit pour des vraiment petites colonies. Quand les colonies sont vraiment trop faibles, ça a un impact, elles nettoient moins. Au-delà donc quand elles sont sur peut-être 1 ou 2 cadres, elles sont vraiment très petites.
Bon, généralement, c'est des colonies qui peuvent aussi ne pas être intéressantes pour d'autres raisons en sélection. Donc, c'est pas, même si elles se révélaient très bonnes nettoyeuses, on ne les prendrait probablement pas quand même. Après, une fois que c'est des colonies qui sont bien développées, qui sont dynamiques, le fait qu'elles soient sur 5, 6 cadres ou 7 ou 8 de couvain, on n'a pas observé de différence. Enfin, c'est vraiment juste les très petites où ça change. Merci, Colline. Une question concernant les pseudo-scorpions et un témoignage de ce qui se passe au Gabon. Donc, existe-t-il des études sur l'appui que peuvent apporter les pseudo-scorpions dans la lutte contre Varroa, participation au phénomène de résistance? Peut-être les traitements utilisés éliminent ces arachnides des colonies européennes, mais elles sont omniprésentes dans les colonies ici au Gabon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces pseudo-scorpions? Ce que je ne connais pas très bien le sujet, mais je sais qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'en effet, les pseudo-scorpions sont capables de tuer les varrois. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude à grande échelle qui a regardé quel impact pourrait avoir la présence des pseudo-scorpions pour diminuer la pression varroa à l'échelle de la colonie. Après, l'hypothèse qui était avancée, elle est plausible. Le fait que peut-être que le fait qu'il y ait des traitements chimiques répétés dans les colonies, ça peut empêcher d'autres bestioles de se développer aussi dans la colonie. Ça, c'est plausible, mais c'est pas démontré. Une question un peu organisationnelle plutôt. Où est-ce que les personnes présentes pourront trouver la fiche technique sur le PIN test dont tu nous as parlé, Colline? On va la mettre en ligne sur les sites, je pense, des différents partenaires de l'UMT. Hein. D'accord. Oui, je pense. Ce sera un fichier PDF qui sera téléchargeable sur les différents sites des partenaires la plupart des partenaires de l'UMT, des partenaires du projet. Du coup, on va essayer de le mettre le plus largement possible sur les différents sites. Merci. Je ne sais pas si on a encore le temps. Il reste encore un certain nombre de questions, mais on ne sera peut-être pas capable de répondre à toutes celles. Juste sur la dernière qui vient d'être posée, c'est assez facile. Donc, pour tester le VSH, donc quelle que soit la méthode utilisée, il faut attendre 1 semaine pour contrôler le nettoyage. Donc, c'est assez contraignant. Alors, et peut-être une question un peu... on nous dit, et c'est quoi la suite des colonies résistantes aux frelons asiatiques, aux petits coléoptères, aux virus, etc. Est-ce que tout ça n'est pas un peu utopique d'espérer d'avoir une abeille idéale? On finit sur une question philosophique. C'est ça. Peut-être qu'on ne vise pas forcément l'abeille idéale, mais une abeille qui réponde un peu mieux aux problématiques qu'on rencontre en apiculture et pour produire du miel et d'autres productions apicoles. On est assez confiant sur le fait qu'elle ne sera jamais idéale, mais si on peut progresser un peu pour qu'elle réponde mieux aux attentes et aux besoins qu'on a, ça sera déjà bien. Merci, Colline, pour ce mot de la fin. Merci beaucoup. C'est important qu'on confirme un peu le timing. Ça a été fait. J'espère que ce webinaire vous a éclairé sur les mécanismes comportementaux et génétiques derrière ce qu'on appelle la résistance à varroa. Je pense que vous avez compris pourquoi on a mis le sous-titre complexité derrière la piste prometteuse. C'est vrai qu'on a voulu éclairer aussi les difficultés méthodologiques que l'on a pour mesurer ces traits, pour assurer l'héritabilité, pour l'inscrire dans des plans de sélection. J'espère aussi que vous avez vu quand même quelques pistes très prometteuses. C'est pour ça qu'on a voulu aussi terminer sur le PIN test. Et c'est important aussi de faire le lien avec le jeudi de Prat qu'on a organisé sur la sélection génétique qui a eu lieu en décembre. Donc, si vous êtes intéressé par la sélection génétique, allez voir ce webinaire.
où on a voulu mettre l'accent sur le collectif, et j'ai l'impression que c'est aussi une des solutions, au-delà d'avancer sur les méthodes, pour aborder cette complexité. Le collectif amène évidemment une économie d'échelle, mais aussi permet d'avoir des effectifs en colonie pour relever les défis. C'était le dernier donc jeudi Prade de la saison des webinaires. Merci infiniment aux intervenants de ce jeudi Prade et puis aux autres. Merci à Anne, à Marilyn, à Constance qui œuvrent pour organiser ces webinaires, et à Alexandre qui monte les vidéos. Ces vidéos qui sont toutes disponibles sur YouTube. Voilà, merci encore, et puis bonne saison apicole pour les apicultrices et apiculteurs.